Donc, du coup, Frédéric va faire son présentation en 3 parties. Du coup, en premier, il va présenter son expérience avant, ensuite pendant le salon et son retour d'expérience après. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir fait son salon. Donc voilà, je lui laisse la parole. N'hésitez pas à laisser effectivement vos petites questions dans le chat ou à la fin effectivement du webinaire, on pourra effectivement vous faire apparaître sur l'écran. Voilà. Je laisse la main, Frédéric. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Frédéric Mesmin. Je suis auteur chez Société des écrivains, donc groupe Nombre 7 depuis 2021. J'ai à mon actif 3 romans policiers d'une trilogie. J'ai participé aussi à l'écriture de nouvelles. Et en fait, depuis, je fais régulièrement des salons du livre parce que c'est la meilleure façon de promouvoir ses œuvres et puis de rencontrer d'autres auteurs et des professionnels du livre en général. Donc, je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ceux qui n'osent pas, ou ceux qui connaissent un peu mais qui manquent un petit peu d'expérience, que sont les salons du livre, parce qu'il y en a différents types. Comment les repérer, comment s'y inscrire, comment se comporter lors des salons, et ce que vous pouvez en retirer en bénéfice, que ce soit en bénéfice humain, en bénéfice pécunier aussi, mais surtout par rapport à tout votre rayonnement en tant qu'auteur. Donc voilà, donc les salons du livre, qu'est-ce que c'est? Donc de l'inscription à la dédicace, conseils et astuces pour une expérience réussie. Donc, nous allons voir dans le plan qu'est-ce qu'un salon du livre, pour qui est-ce que ça concerne, pourquoi faire, où les trouver, comment s'inscrire, les tarifs, lesquels choisir, parce qu'il y en a tellement, et comment s'y préparer. Donc, qu'est-ce qu'un salon du livre? Donc, je vous ai mis quelques affiches que j'ai particulièrement aimées pour vous montrer la richesse, la diversité de ces salons. Donc, par exemple, vous aviez la fête du livre et de la culture de Sichazel. Alors, ils s'appellent pas tous salon du livre. Des fois, ça change selon la thématique. Donc, celui-ci qui est assez connu, Sichazel, c'est au-dessus de Metz, les 2 et 3 septembre. L'intéressant, c'est de voir, par exemple, celui-ci, il est sur 2 jours. À côté, vous avez Livre au Palais. Alors ça, c'était un salon qui était réservé aux gens qui travaillent dans la défense. Donc, moi, de métier, je suis militaire de l'armée de l'air. Donc, j'y ai eu accès, mais des civils qui travaillaient dans ce cadre-là ou qui avaient une expérience par rapport à l'armée ou qui écrivaient sur le thème de l'armée pouvaient y accéder. Donc, c'était dans le palais du gouverneur à Metz. Donc, des fois, ce sont dans des lieux prestigieux. J'ai aussi le salon du livre éphémère qui était à Blanzy, donc dans le 71. Là, par exemple, c'était un salon du livre à thème. Donc, tous les auteurs que vous voyez, moi, je suis tout en haut à gauche, c'était un salon du polar. Donc là, ce n'était que des écrivains du polar. À côté, vous avez le livre sur la place à Nancy. Donc, tout ça, ce sont que des salons auxquels j'ai participé. Le salon du livre sur la place à Nancy, c'est un des plus gros, voire le plus gros salon en France, où vous pouvez retrouver des grosses têtes d'affiche, donc des auteurs qui sont très, très connus. Mais moi, j'ai pu y participer parce qu'il y avait une tente qui était réservée pour les auto-édités, les petits auteurs, et il fallait juste faire partie d'une association. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même en tant que petit auteur, parce qu'on se considère généralement comme ça, on peut des fois accéder à des salons qui sont très prestigieux. Il suffit juste d'avoir les petites combines et de s'en donner un petit peu la peine. Alors, qu'est-ce qu'un salon du livre? Donc, c'est un événement littéraire organisé en général par une association et ou une municipalité dans le but de promouvoir la littérature locale et régionale. Parce qu'en fait, le rayonnement peut être vraiment local ou vraiment sur tout un département et une région. Ils existent sous différents formats et ils permettent d'initier la rencontre entre l'auteur, donc vous, et votre lectorat, donc les gens qui vous lisent, en associant vente d'ouvrages, parce que c'est le but défini, et dédicace de ceci au profit des visiteurs. Vous n'êtes pas juste là pour vendre, vous êtes là aussi pour rencontrer votre public, laisser une trace écrite et laisser un souvenir qui va marquer cette personne à vie via la dédicace. Donc, il peut être soit généraliste, soit spécialisé, comme je disais, soit à thème. Le salon du livre peut être gratuit ou payant, il y a les deux qui existent, que ça soit pour les auteurs, même pour le public. J'en ai déjà vu qui sont payants pour le public, mais c'est une très mauvaise idée. Si les gens payent pour accéder à un salon pour repayer derrière, souvent ils ne viennent pas. Il peut avoir lieu de façon annuelle, bisannuelle ou encore moins souvent, mais la règle en général, c'est tous les ans. Et les gros, des fois, peuvent se permettre de le faire tous les 2 ans parce que c'est une énorme organisation.
et ce sont souvent des bénévoles qui font ça. Donc, il dure entre 1 et 3 jours. La règle, c'est un jour. Des fois, ça peut être un week-end et exceptionnellement 3 jours. Nancy, c'est vendredi, samedi, dimanche, par exemple. Les participants, donc au salon, sont essentiellement des auteurs, mais il y a aussi des maisons d'édition, des représentants de maisons d'édition et aussi des libraires qui ne proposent que des livres neufs. Ça, c'est important, qu'ils ont eux-mêmes écrits ou qu'ils distribuent sur le marché. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour vendre le livre des autres. Et normalement, à un salon du livre, vous ne vendez pas de livres d'occasion. Sinon, ça s'appelle un marché aux livres ou une bourse, ou ça existe aussi. Des fois, les deux sont mixés. Mais un salon du livre, ce ne sont que des livres neufs. Il ne doit pas être confondu justement avec un marché aux livres, une brocante dans lequel le public peut trouver des livres d'occasion auprès de bouquinistes et qui nous font pas forcément de concurrence, mais qui entravent un petit peu le travail parce que les gens qui viennent selon leur budget, bah, ils se disent soit j'ai un livre à plus de 15 euros ou soit j'en ai 10 à 10 euros et bon, bah voilà. Mais c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Alors pour qui? Les salons du livre, ils sont créés pour nous, les auteurs, aussi pour les maisons d'édition parce qu'on travaille main dans la main forcément, les libraires parce que ce sont nos partenaires et les amateurs de littérature, qu'ils soient professionnels ou simples kidam. Donc, il y a des gens, des fois, qui écrivent juste un livre sur leur vie ou un truc comme ça, qui ont fait ça en auto-édition. Donc, j'appellerais ça des amateurs de littérature. Et les municipalités, qui, elles, sont organisatrices parce qu'elles voient à travers un salon rayonner leur commune, parce qu'on en parle à travers les affiches, parce qu'il y a des gens qui viennent de différentes régions pour ce salon du livre, donc qui vont faire un petit peu de tourisme, et leur région à travers l'événement. Alors, pour qui? Le public fréquentant les salons du livre, on peut retrouver aussi bien des adultes seuls, là je parle vraiment du public qui vient nous voir, des familles complètes, des adolescents, des enfants accompagnés ou des groupes. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, tout ça va induire ce que vous allez proposer. C'est-à-dire que selon le style que vous écrivez, vous ne vous adresserez pas forcément au même public. Il y a des gens, par exemple, qui font des livres pour enfants. Bah, quand ils vont voir des adultes, ils savent que c'est même pas la peine de discuter avec eux, entre guillemets, pour la vente, je parle, hein, bien sûr. Ou par exemple, ceux qui font du fantastique, souvent, ça vise un public adolescent. Donc, c'est important de savoir quel public vous ciblez à travers vos écrits. Et comme ça, bah, vous savez vers qui vous orienter et qui est susceptible de venir vous voir. Alors, pourquoi faire? Pourquoi est-ce que c'est important de participer à des salons? Bah, déjà, la première chose, c'est de rencontrer votre public parce que si vous n'allez jamais dans les salons, et même si vous vendez des livres, bah en fait, ce sont des numéros ou en fait des anonymes. Donc, c'est important de rencontrer son public pour mettre des visages, pour aussi voir qui s'intéresse à votre littérature et plus tard de mieux cibler votre communication pour essayer de cibler ces gens-là que vous allez rencontrer plus tard. Donc, rencontrer son public présent et futur et aussi pour le fidéliser. Parce qu'une fois que le public aussi a mis un visage sur son ou ses auteurs préférés, il aura plus de facilité à le suivre à travers ses communications, ses réseaux sociaux. Donc, c'est très important pour ça. Ça vous permet aussi de se créer un réseau d'auteurs parce que vous allez rencontrer ce que j'appelle des collègues, voilà, d'autres auteurs de votre maison d'édition ou d'autres maisons d'édition ou même des auto-édités. Il faut vraiment traiter toutes les personnes à même hauteur, hein, même s'ils n'ont pas le même parcours que vous. Donc, un réseau aussi d'organisateurs, je parle d'organisateurs de salons, et de professionnels du livre. Pourquoi? Parce que peut-être qu'un jour, en tant qu'auteur, vous aurez envie d'organiser votre propre salon. Et des professionnels du livre, c'est parce que vous pouvez créer des partenariats, par exemple pour des dédicaces en librairie, dans des médiathèques, pour d'autres événements. Donc, c'est en participant à ces salons que vous allez rencontrer ces personnes-là, entre autres. Élargir son périmètre d'action, pourquoi? Alors, moi, à titre d'exemple, je fais des salons dans un rayon de 300 km. Donc, je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Déjà, il faut être autonome, pouvoir circuler, avoir un certain budget. Mais c'est important, en fait, maintenant, bah, moi, je vis près de Dijon, je suis aussi en Marne, en Haute-Marne, mais je vais aussi bien du côté de la Suisse qu'au-dessus de Metz. Donc, en fait, je rayonne et en région parisienne. Et maintenant, quand je me déplace, bah, j'ai mon petit lectorat, entre guillemets, mon visage commence à être un peu plus connu des organisateurs. Et je suis réinvité. Sortir de sa zone de confort et relever un défi, c'est parce que dans le sens que généralement, quand on reste chez soi, au bout d'un moment, bah, c'est la facilité et en fait, on reste dans sa zone de confort. On a souvent peur de faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est une forme de défi d'aller à la rencontre. C'est comme un musicien qui fait son premier concert. C'est bien beau de répéter dans son garage pendant des heures, mais tant qu'on n'est pas confronté au public, on ne sait pas vraiment ce qu'on vaut. Et c'est une expérience humaine qui est inoubliable. Donc, se faire plaisir aussi, parce qu'on fait ça avant tout pour le plaisir, parce que ce n'est pas, sauf exception,
un métier, c'est une passion qui, de temps en temps, peut rapporter un peu d'argent. On peut en être autonome financièrement, mais à la base, ce n'est pas un métier. Et si on regarde tous les auteurs en France, même les connus, il y en a très très peu qui ne vivent que de ça. Beaucoup ont une activité financière à côté. Et aussi faire du tourisme, comme je disais, quand on va dans d'autres régions, ça peut être l'occasion sur un week-end d'aller se balader, de profiter du déplacement pour faire du tourisme. Alors après, on en arrive à la vente des œuvres, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ça, et s'établir sur le marché du livre. Alors s'établir sur le marché du livre, c'est un bien grand mot, mais c'est sûr que ce sont des… Il faut voir ça comme un escalier avec des petites marches à franchir, et chaque salon est une marche, chaque dédicace est une marche, et à la fin, avec le temps, avec la notoriété commence à s'installer, et ensuite on est présent sur le marché du livre, mais il faut aussi partir du principe qu'il n'y a rien d'acquis, et que c'est quelque chose qui est valable un an, il faudra le faire chaque année. Enfin, le temps que vous voulez durer, entre guillemets. Mais comment dire, c'est très facile d'arriver sur le marché, mais c'est très facile d'en sortir. Si vous n'êtes pas régulier, vous ne publiez pas régulièrement, vous ne vous déplacez pas, vous ne vous investissez pas régulièrement, c'est comme une histoire d'amour. Au bout d'un moment, les gens commencent à se lasser. Donc, il faut vraiment être actif au quotidien, selon vos objectifs. Donc, accroître sa popularité, bah, ça tombe sous le sens, j'en ai parlé. Et c'est une activité indispensable et complémentaire et aux ventes en librairie et en ligne. C'est-à-dire que l'un ne remplace pas l'autre. Mais par contre, le fait d'être en salon, ça peut générer des ventes en librairie et en ligne. Pourquoi? Parce que des fois, lors des salons, les gens viennent, ils n'ont pas forcément d'argent sur eux. Ou peut-être qu'ils vont vous rencontrer d'abord, réfléchir et acheter les livres après. Ou par exemple, en salon du livre, forcément, vous n'avez que des livres imprimés, donc les versions brochées, les versions papier. Bah, peut-être que certaines personnes ne lisent que sur liseuse et ils vont vous demander si vous avez une version numérique. Donc celle-ci, ils vont la trouver en ligne. Donc il faut réfléchir à tout ça et se dire que en fait, c'est un investissement sur le moyen et sur le long terme. Il se peut aussi, par exemple, moi j'ai une trilogie, les gens vont m'acheter le premier, ils vont le lire et ensuite ils vont peut-être acheter le 2 et le 3 en librairie ou en ligne. Pourquoi? Parce que les salons, comme je disais, c'est peut-être qu'une fois par an, ils ne vont pas me revoir tout de suite. Ils vont vouloir l'acheter et l'année d'après, ils vont me les ramener et je vais leur dédicacer. Mais ils ne l'auront pas acheté auprès de moi. Donc il faut penser à ça aussi. Alors, accroître sa popularité, donc c'est un exemple. Là, en fait, je vous montre une photo d'une interview que j'ai faite donc avec mon tome 1, mon tome 2, bah, à Nancy, justement, pour préparer le salon du livre. À Radio Fagette, donc qui est une radio populaire qui se trouve sur Nancy. Donc c'est très important aussi de tisser des liens avec les médias, donc que ce soit presse écrite, radio ou télévision, parce que ce sont vos alliés. Ils sont là pour vous aider à vous faire connaître. Ils peuvent présenter un événement. Si vous faites une dédicace particulière, ils peuvent vous annoncer. Ils peuvent aussi relater un événement qui s'est produit. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à les contacter. La plupart des radios ou des médias ont des rubriques littéraires. Donc, pas toujours, mais par exemple, France Bleu, je suis passé sur France Bleu, ça existe. Donc, après, à vous de vous renseigner pour ça et de trouver les contacts sur les réseaux sociaux. Vous les contactez. Et puis, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Vous passez à une autre, mais il ne faut pas les négliger. Et en plus, ils ont autant besoin de nous que nous d'eux. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment voir ça comme un partenariat. Généralement, ils seront contents que vous les contactiez. Où les trouver et comment s'inscrire? Donc, les salons. Alors, sur les réseaux sociaux, hein, premièrement, donc moi, je suis sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Principalement, je les trouve sur Facebook. Instagram, c'est une copie de Facebook. On trouve régulièrement les mêmes informations. Mais déjà, Facebook, vous avez beaucoup de pages à thème qui s'appellent Salon du livre en France ou Salon dans ma région ou les choses comme ça. Vous tapez dans les moteurs de recherche Salon du livre et après, vous vous laissez guider et souvent, c'est comme ça qu'on les trouve. Il y a, comme je disais, des pages dédiées aux événements et il y a aussi des annuaires spécialisés sur Internet. Il y a des gens qui sont bénévoles et qui s'investissent là-dedans. Cherchez l'annuaire des salons du livre. En plus, nous, on a la chance à Nombre 7, c'est que de plus en plus, ils commencent à proposer des salons et à les mettre justement sur leur propre page. Donc, il existe différentes voies pour les trouver. Donc, aussi, grâce aux médias et à la communication officielle des municipalités, des associations, bon, souvent, ils les annoncent un peu tardivement, mais par contre, ça vous permet de noter ces événements et de se dire, bah, l'an prochain, je sais qu'à telle date, il y a cet événement-là. Et ça marche pour tout. Il y a aussi, grâce à son réseau d'auteurs et d'organisateurs, bah, plus vous aurez d'amis dans ce monde-là, généralement, plus vous aurez d'infos pour les salons. Donc, forcément, bah, moi, je partage avec des amis auteurs, eux partagent avec moi. C'est comme ça qu'on se fait son réseau. Et aussi grâce au bouche à oreille. Donc, des fois, c'est juste une personne qui aime ça et qui vous dira « Ah, bah, vous êtes auteur, bah, il y a un salon du livre dans mon village, est-ce que vous connaissez ?»
Puis voilà, c'est aussi comme ça que ça se fait. Alors, où les trouver, comment s'inscrire? Donc, les inscriptions, souvent, c'est en ligne maintenant, de plus en plus, hein, mais ça existe encore par mail aussi ou par voie postale. Là, je dois m'inscrire au Salon du Livre de Sayonara, dans le 71. Alors, pour vous dire, on est au mois d'avril. J'ai reçu l'invitation aujourd'hui. Le salon se trouve au mois de décembre. Donc, en fait, il faut s'y prendre aussi en avance. Mais là, bah, je devrais envoyer un courrier parce qu'il y a un chèque de caution, il y a un chèque pour le repas. Donc, des fois, ça existe encore par la voie postale normale. Alors, comment s'inscrire? Il faut aussi fournir des photos de qualité. C'est pour toute la communication que l'organisation va faire autour de ça. Si vous envoyez une photo de vous moche, c'est cette photo-là qui sera diffusée sur les réseaux sociaux et forcément, bah, voilà, c'est un peu dommage. Et ainsi qu'une bibliographie complète. Donc, plus vous donnerez d'informations claires, concises et intéressantes, et plus la communication de l'organisation sera facilitée et aussi des médias, c'est le même principe. Et comme ça, quand vous arriverez sur le salon, bah, en fait, les gens sauront déjà qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, en fait, il faut tout anticiper en général. Et ce qui est important aussi, c'est tenir un agenda des manifestations littéraires spécifiant les lieux, les dates et les contacts. Parce que si, comme moi, vous en faites plus d'une dizaine, on est vite saturé, on peut vite s'embrouiller dans les dates. Et si vous n'avez pas un suivi vraiment rigoureux, il se peut que vous réserviez 2 salons à la même date et après, bah, c'est un peu dommage d'annuler parce que vous vous êtes trompé. C'est le meilleur moyen de se griller si vous n'êtes pas sérieux par rapport à ça. Donc, en fait, moi, je le fais sur mon téléphone. On a tous un agenda sur Google et c'est très facile. Et en fait, ce que je rajoute, c'est que quand je m'inscris, j'indique dans les informations si j'ai envoyé l'inscription, si j'ai envoyé le chèque, ce genre. Enfin, ça tombe sous le sens, mais c'est le genre de choses qui permet que ce soit une expérience réussie et qu'on ne se prenne pas la tête à chaque fois pour des détails. Voilà. Et programmer les rendez-vous d'une année sur l'autre, souvent, c'est les mêmes dates à peu près. Parce que l'organisation part du principe que c'est un rendez-vous pour son public aussi. Donc, ils ne vont pas changer de mois chaque année. Quand ça se passe au mois de septembre, l'année d'après, ça sera encore au mois de septembre. Sauf exception, mais quand il y a eu le Covid, c'était plus compliqué. Donc, fournir des photos de qualité ainsi qu'une bibliographie complète, voilà. Alors, moi, je n'ai pas fait cette affiche-là, mais moi, j'ai fourni les photos. Donc, après l'organisation, là, c'était le Salon du Livre de Mormant, en région parisienne, bah, ils ont fait une affiche magnifique parce que la photo était belle, parce que les visuels des livres étaient jolis et ils en ont fait un beau travail. Donc, voilà ce que ça peut rendre. Donc, les tarifs, alors certains salons du livre, comme je disais, sont gratuits, mais exigent un chèque de caution. Tout simplement, c'est pour éviter que les gens disent « Ouais, je viens », que l'organisation table sur 50 auteurs et qu'à la fin, il y en a 20 qui se désistent. Et en fait, bah, c'est l'organisation qui doit se débrouiller. Donc, en fait, de plus en plus, les salons exigent un chèque de caution, souvent de 50 euros. Ça évite ce genre de déconvenu et le chèque de caution vous est restitué une fois que vous avez participé au salon. Donc, vous risquez rien, sauf si vous n'êtes pas sérieux. Ils vous demandent parfois une participation pour le repas fourni. Alors, parfois, parce que certains salons ont les moyens, vous offrent le repas, mais il y a des fois, ce sont des petites collectivités, donc forcément, ils vous demandent, par exemple, Sayonara dont je parlais, ils me demandent 10 euros pour le repas. 10 euros, c'est ridicule. Si vous faites votre propre gamelle, vous en aurez aussi pour 10 euros. Donc, souvent, c'est très intéressant. En général, j'ai marqué autour de 15, ça va de 10 à 20, quoi. D'autres salons du livre sont payants, pour l'auteur, je précise, avec un tarif autour des 20 euros. En fait, ce que vous payez, c'est l'emplacement, comme dans un marché. Des fois, vous payez la location de la table, les chaises, mais voilà, en général, c'est autour de 20 euros. Et plus le repas. Et il y a d'autres rares salons qui offrent tout et exigent uniquement un chèque de caution. Ça, je l'ai vu, par exemple, à la Ferre Champenoise. Donc ça, c'est un salon qui nous avait très bien reçu. Tout était gratuit. On avait même des viennoiseries toute la journée à gogo, du café, mais c'est vraiment l'exception. Alors, les tarifs aussi, au-delà de l'inscription pure, si vous vous déplacez loin de chez vous, bah, il va falloir ajouter les frais correspondant au repas. Donc, 1 ou 2, hein, si c'est sur 2 jours, pas le soir, parce que les salons finissent toujours avant le repas du soir, souvent vers 18 h. Le carburant, forcément, le péage, si vous prenez l'autoroute, et l'hôtel. Donc ça paraît évident, mais des fois, bah, on n'y pense pas, et puis on se dit, bah, tiens, j'ai pas prévu une solution d'hébergement, j'ai 3 heures de route, je suis fatigué, est-ce que je rentre chez moi ou pas? Donc, voilà. Donc l'hôtel, bah voilà, c'est pour votre pomme, mais après, bon, on peut trouver des chambres qui ne sont pas forcément très chères, mais c'est un budget à prévoir. Donc pour une quinzaine de salons, j'ai mis moi ce qui me concerne, une quinzaine de salons du livre dans l'année dans un rayon de 300 km, il faut vraiment tout comptabiliser. J'ai un budget d'environ 1 000 euros par an. Voilà. Donc si vous partez moins, si vous faites moins de salons, forcément c'est moins, etc. Donc c'est vraiment une moyenne, c'est ce que j'ai fait ça en 2022, j'en ai eu à peu près pour 1 000 euros, à peu près.
mais que j'ai rentabilisé. Donc, en fait, c'est des frais que vous avancez, mais après, voilà, si vous bougez et que vous vendez, vous les rentabilisez. Alors, lesquels choisir les salons? Donc, il faut avant tout définir un objectif. Alors, combien vous voulez faire de salons par an? Jusqu'à quelle distance vous êtes prêt à vous déplacer? De quel budget vous disposez? Quelles retombées vous espérez? Donc, retombées aussi bien financières que vous faire connaître, hein, et votre rayonnement. Et quel est votre seuil de rentabilité? Parce que forcément, il y a des auteurs comme moi qui travaillons à côté, il y a des auteurs qui sont retraités, il y a des gens qui gagnent plus ou moins leur vie, et donc on n'a pas tous le même seuil de rentabilité. Alors, lesquels choisir? Pareil. Donc, devant l'importance de l'offre proposée, en gros, si vous regardez, des salons, il y en a tous les week-ends, pratiquement toute l'année. Donc, il faut également choisir ces salons en fonction des éléments suivants. Donc, le genre proposé. Si, comme moi, vous faites du polar, vous choisissez plutôt les salons où il y a du polar. Par exemple, à Épinal, c'est le fantastique. Donc, moi, j'y ai pas ma place. Ça ne sert à rien, je pourrais y aller. Mais ça ne sert à rien que j'y aille, je vais rien vendre. Les gens, ils ne m'attendent pas là-bas. Donc, qu'ils soient généralistes ou à thème, par exemple, fantastique ou polar. Voilà. La popularité du salon du livre aussi, souvent gage de fréquentation. Forcément, un salon qui n'est pas du tout connu, qui commence, s'il est près de chez vous, ça va. S'il est loin, ça peut ne pas valoir le coup d'y aller. Il y a peu de chances que vous cartonniez, mais des fois, on a des belles surprises. Ceux qui correspondent à votre budget, c'est surtout ça l'important, si vous avez un budget serré. Donc voilà, par exemple, là, c'est une photo au Salon du Livre de Blanzy, donc c'était vraiment du polar, et on voit que la déco, les nappes, elles sont rouges, c'est pas par hasard, hein, toute la décoration, derrière, il y a les bandes Do Not Cross Crime Scene, c'est pareil. Donc, les salons, des fois, ce sont des endroits magnifiques, et surtout quand ils sont à thème, il y a vraiment un travail qui est fait par l'organisation. On voit la trace de la main ensanglantée sur la porte, c'était vraiment sympa. Et même la petite affiche sur ma table, donc avec l'affiche de la personne recherchée. Enfin, voilà, c'était vraiment très, très chouette. Donc, on s'épanouit dans ces salons-là. Donc, comment s'y préparer? Alors, en premier lieu, vous pouvez repérer les lieux en avance sur Google Maps. Hein. Pour ceux qui savent s'en servir, c'est pas très, très compliqué. Par exemple, vous notez le temps de trajet, le coût. Déjà, vous avez quelques informations qui vous permettront de voir si ça vaut le coup dès le début. Par exemple, moi, si je dois aller en Bretagne, bon, ça risque d'être compliqué. Je vais peut-être y aller si j'ai l'occasion passer un week-end, faire du tourisme, mais je ne vais pas y aller juste pour ça. Enregistrez les coordonnées de l'organisateur, parce que si vous avez un problème sur la route, c'est bien de pouvoir le joindre et dire que vous allez arriver en retard, par exemple. Échanger les infos avec son réseau d'auteurs et envisager un covoiturage pour réduire les frais. Ça, on n'y pense pas forcément, mais le covoiturage, des fois, ça peut sauver la vie par rapport à ça. Moi, j'ai des amis auteurs qui sont sur Dijon. En fait, tout ce que je fais sur Dijon et dans le 70-71, à chaque fois, je propose. Et forcément, on partage les frais après. Donc, ça peut être très intéressant. Et puis, c'est plus sympa. Définir et préparer son stock de livres, ça, c'est très important. Arranger dans des caisses. Pourquoi les caisses? C'est pour éviter d'abîmer vos livres et qu'ils soient abîmés quand vous les déballez au salon. Prévoir un diable pliable pour le transport, ça, c'est par expérience. Au bout d'une dizaine de salons, en 2-3 mois, vous verrez que vous aurez mal au dos, quel que soit votre âge. Donc, un diable pliable, c'est une trentaine d'euros à Brico Dépôt. Vous mettez ça dans le coffre de la voiture et pour trimballer vos caisses, vous verrez que ça vous sauve la vie. Préparer son moyen d'encaissement. Donc, j'entends par là le téléphone, si vous faites des encaissements avec ça. Le terminal de paiement, TPE chargé et de la petite monnaie. Parce que c'est dommage de rater des ventes parce que vous vendez un livre à 13 euros, on vous propose 20 et vous dites j'ai pas la monnaie. Bon, désolé, je vais acheter le livre ailleurs. Donc, c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir un TPE pour pouvoir encaisser les cartes bleues. Après, vous pouvez accepter les chèques. Je vous le déconseille, j'ai déjà eu des déconvenus avec les chèques en blanc et là, c'est vous qui êtes embêtés. Après, c'est vous qui voyez. Réserver sa chambre d'hôtel à l'avance si besoin. Pourquoi? Parce que c'est comme les billets de train, plus tôt vous le faites et moins c'est cher. Prévoir ses repas aussi, c'est pareil, si vous ne comptez pas manger ou si l'organisation ne prévoit pas de repas, pas venir avec ne pas avoir prévu sa gamelle, quoi. Et se munir des outils de communication. Donc, par exemple, les roll-up kakémono, les cartes de visite, c'est très important pour laisser à tous les visiteurs qui viennent, qui vous les demandent. S'ils ne peuvent pas vous acheter le livre ce jour-là, peut-être qu'ils reviendront vers vous. Les marque-pages aussi, c'est très, très aimé, les marque-pages, très appréciés. Les flyers, donc c'est les petites affiches. Des stylos sérigraphiés, des calepins, des choses comme ça. Créer et relayer la communication autour de l'événement sur ses réseaux sociaux au moins une semaine avant. Alors, pourquoi une semaine avant? Si vous le faites trop en amont, les gens vont oublier. Parce que le monde va vite, les gens font beaucoup de choses et en fait, voilà, s'ils ont trop d'informations trop longtemps à l'avance, ils vont
ils vont perdre le truc. Donc, par exemple, là, pour annoncer la visio, vous avez vu qu'en fait, on a relayé l'info sur 2 semaines. Et finalement, vous êtes là. Si on l'avait fait 6 mois à l'avance, vous auriez oublié. Donc, il faut quand même, voilà. Sinon, vous êtes obligé de le faire régulièrement. Donc, on va dire une bonne semaine avant, c'est pas mal. Vous vous abonnez aux pages Facebook, Instagram dédiées aussi à l'événement et vous partagez, vous relayez. Donc, voilà, par exemple, ce que ça donne. Alors là, j'ai un kakémono, l'autre, c'est celui à côté, c'est celui de l'auteur avec qui je fais du covoiturage qui s'appelle Mary White. Il y a Serena Davis aussi que je connais très bien, avec qui j'en ai fait. Donc voilà, vous avez là un magnifique kakémono qui a été fait par la maison d'édition. Dessus, c'est simple, hein, il y a ma photo, il y a marqué écrivain. Suivez votre ADN, c'est mon slogan. Et puis après, il y a les 3 couvertures. On ne voit pas celle en bas, malheureusement, parce que c'est derrière la table. Avec les livres que vous voyez sur la table. Donc, en fait, le visuel est très important. Comme ça, on me voit de loin. C'est vrai que dans les salons, quelqu'un qui rentre dans le salon, il repère ses auteurs préférés ou il peut en découvrir d'autres comme ça. Et sous la table, vous voyez les caisses que j'utilise. C'est des caisses pliables, c'est très pratique. Vous mettez 25 bouquins dedans. C'est très, très bien. Ensuite, donc le salon du livre, l'événement en soi, comment ça se passe? Donc, l'attitude à adopter, l'attitude surtout à bannir, le stand, l'identité visuelle et la séance de dédicace. Donc ça, c'est les 5 chapitres qu'on va développer juste après. Donc, quelle est l'attitude à adopter en salon du livre? Donc déjà, c'est pareil, c'est le bon sens. Hein. La ponctualité, arriver à l'heure et rester jusqu'à la fin. Donc ça, c'est les 2 règles de base. Je sais qu'en salon, des fois, quand il y a une baisse de la fréquentation vers la fin, quand ça finit à 18h et qu'il n'y a presque plus personne à 17h, il y a beaucoup d'auteurs qui s'envolent comme une envolée de moineaux et qui partent et qui laissent les organisateurs tout seuls. Alors ça, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus mal vu. Donc, j'ai marqué même en cas de baisse d'affluence, sauf autorisation, contraire des organisateurs. Dans ces cas-là, les organisateurs, eux, peuvent vous dire, écoutez, il n'y a plus personne, vous pouvez y aller. Mais il ne faut pas que ça vienne de vous. Si c'est l'organisation qui vous dit, c'est bon, on vous libère, on voit bien qu'il n'y a plus personne, vous n'allez pas rester bêtement. Mais par contre, si de vous-même, vous vous levez, vous videz votre stand et vous vous barrez, comme un voleur, vous pouvez être sûr que vous êtes blacklisté, hein, même si vous ne le disent pas et vous ne serez jamais réinvité. Donc, se présenter aux organisateurs en arrivant aussi, ça, c'est la moindre des choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne vous connaissent pas forcément. Et puis, c'est l'occasion de dire bonjour, de faire le tour du stand et puis voilà, de rencontrer les gens qui vous ont invité et autorisé à venir. Installer calmement son stand avant l'ouverture du salon pour ne pas en perturber l'engeance. Pourquoi? Parce qu'un salon du livre, c'est un endroit calme. C'est pas la foire d'empoigne et c'est pas la foire aux poissons. Donc, vous n'êtes pas là pour vous faire remarquer parce que vous faites du bruit. Donc, se montrer aussi en toutes circonstances souriant, courtois et respectueux aussi bien des organisateurs, des autres auteurs, même ceux que vous ne connaissez pas, et du public qui n'est pas forcément venu pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a du public, hein, ils ne sont pas forcément eux non plus bien élevés. Ils vont vous snober parce que vous ne les intéressez pas ou quoi, mais vous devez rester courtois parce que c'est vous qui êtes là pour vendre, entre guillemets. Eux, ils viennent éventuellement pour vous, mais pas forcément. Donc, vous devez respecter cette attitude pour tout le monde. Pareil envers les autres auteurs, parce que ce ne sont pas des concurrents, ce sont des collègues. Voilà. C'est pas parce que eux vendent des livres qu'ils vous les volent. C'est-à-dire que vous, si vous ne vendez pas de livres, c'est pas parce que l'autre à côté, il en vend. C'est juste parce que votre livre n'intéresse pas ou vous n'avez pas la bonne attitude. Et les livres que votre collègue à côté a vendus, c'est pas vous qui les auriez vendus, c'est lui. Donc, il ne faut pas voir ça comme de la concurrence. Alors, faire preuve de solidarité et d'empathie envers les auteurs, parfois novices et ou en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a des auteurs, comme certaines personnes sûrement qui participent à cette conférence, qui n'en ont jamais fait, et donc qui vont arriver un petit peu perdus dans un salon, et ceux-là, il faut les aider, il ne faut pas hésiter à leur donner des conseils. Comme je dis, ils ne vont pas vous voler vos livres ou vos lecteurs. Donc, au contraire, si vous faites preuve de solidarité et d'empathie, le bâton, il revient un jour. Hein. Donc, voilà. Se montrer disponible et attentif au public. Répondre à ces sollicitations avec plaisir et envie. Vous verrez qu'il y a du public, des fois, sans être vulgaire, entre guillemets, ils vous prennent pour une assistante sociale. Mais ça peut être sympa, ça crée un lien. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des lecteurs qui viennent, pendant un quart d'heure, ils vont vous raconter leur vie, et à la fin, ils vont partir sans rien vous acheter. C'est comme ça peut arriver. Dans tous les cas, vous devez vous montrer disponible. Si à chaque fois que quelqu'un vient, vous voyez que ce n'est pas pour acheter un livre, vous l'ignorez et vous faites signe qu'en gros, il vous dérange, ça ne va pas forcément bien se passer non plus. Donc, il faut aussi soigner votre vocabulaire et votre langage corporel parce que déjà, vous êtes un auteur, donc vous êtes censé quand même avoir
une certaine éthique et une certaine culture, on va dire, hein, sans dire que c'est un grand mot, mais voilà, sachez vous exprimer et puis ne pas être vulgaire ou ce genre de choses. Voilà, il faut juste soigner son langage. Le langage corporel aussi, parce que, comme vous le savez certainement, en fait, on peut trouver quelqu'un sympathique ou attirant juste sur son langage corporel. Quelqu'un qui va avoir les bras croisés, qui va être fermé sur soi, n'a pas le même taux d'attractivité que quelqu'un qui est souriant, qui a les bras ouverts, qui a une démarche d'ouverture vers l'autre. Donc, c'est très important. Et le sourire, le sourire. Voilà, un auteur souriant attire plus qu'un auteur dépressif. Alors, c'est pas une pique envers les gens dépressifs. Quand je dis auteur dépressif, je parle d'une attitude. Voilà, quelqu'un qui fait la gueule, qui est triste, qui donne l'impression qu'il est triste, bah, on n'a pas envie de le déranger, en fait. Parce qu'on se dit, ah, là, le pauvre, enfin, je vais pas aller l'embêter, il a déjà des problèmes, quoi. Tandis que quelqu'un qui est souriant, on a envie de partager. Donc, avoir une attitude positive en toutes circonstances, vendre doit sembler, parce que vous êtes aussi là pour ça, mais doit sembler être un objectif secondaire. La cerise sur le gâteau qui ne doit pas monopoliser votre énergie en restant une obsession. C'est-à-dire que les vendeurs de poissons, ça se repère à 10 000. Donc, en fait, si on voit que vous n'êtes là que pour vendre, que pour vendre, que pour vendre, et que vous avez une attitude agressive de vente, ça ne marchera pas. Vous allez incommoder les gens. Je parle des gens, par exemple, des auteurs qui vont interpeller tous les gens qui passent, même si à la base, la personne faisait que passer. Les gens qui veulent acheter des livres, ils vont venir à vous. Il faut les laisser venir. Après, ça s'apprend tout ça, et c'est l'expérience qui fait que vous apprenez. Mais les vendeurs de poissons, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pas en salon du livre, en tout cas. Hein. C'est pas, il est beau mon poisson, il est beau, enfin mon livre. Il est bien écrit, c'est le meilleur du monde, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà. Donc une affiche comme ça, bah, vous êtes souriant, vous avez un beau stand et généralement, bah, les gens viennent. Ça ne garantira jamais les ventes, mais les gens viendront. Donc l'attitude à adopter, pareil, rester humble. Donc comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous des petits auteurs. On n'est pas millionnaire, donc voilà, il faut rester humble, sauf à de rares exceptions. Cette activité est un loisir, comme je vous disais, et vous n'avez pas encore décroché le prix Goncourt, sinon ça se saurait. Et Christophe, il roulerait en Mercedes. Enfin, il roule peut-être en Mercedes, mais... Donc, prendre des photos du salon et de votre stand, tourner des vidéos et faire des publications en temps réel sur vos réseaux sociaux pour informer votre communauté. J'entends par là, quand vous arrivez sur votre salon, vous installez votre stand, comme vous avez vu, bah, vous faites ça. Vous prenez des photos, vous vous faites prendre en photo et vous publiez directement sur vos réseaux sociaux. Vous faites une publication en disant que vous êtes bien arrivé, que le salon est ouvert. Vous remerciez l'organisation, vous dites que vous attendez les gens. Enfin voilà, vous faites votre com selon vos envies, selon votre style. On a tous un style différent, mais c'est important de faire du temps réel. Ça ne sert à rien de dire que vous êtes au salon le lendemain, hein, vous n'y êtes plus, tout simplement. Tac, tac, tac. Remerciez les organisateurs aussi en partant. Voilà, quand vous êtes parti, bah, vous n'oubliez pas de faire le tour et de dire au revoir. Vous pouvez aussi dire au revoir aux auteurs, enfin voilà, ceux que vous connaissez. Mais au moins aux organisateurs. Comme je dis, c'est grâce à eux que vous êtes là. C'est uniquement grâce à eux. Donc, c'est la meilleure façon d'être réinvité. Et je peux vous le dire, ça marche, comme je disais tout à l'heure. Le salon du livre de Sayonara, ça fait 3 fois que j'y participe. J'ai plus besoin de m'inscrire, ils m'invitent. Parce que j'ai cette attitude-là, et après, je renvoie les documents dans les temps. Mais voilà, ils ont mes coordonnées, et comme d'autres salons, c'est comme ça que ça marche. Donc, de plus en plus de salons envoient un questionnaire de satisfaction par mail aussi. C'est pareil. Si vous recevez un questionnaire de satisfaction, répondez-y. Ça prend 5 minutes, c'est très important pour eux et c'est très important pour vous. Pourquoi? Parce que on vous demande votre avis. Vous avez trouvé le salon pourri? Bah, dites-le. Vous avez trouvé le salon génial? Dites-le aussi. Si vous dites rien, ne venez pas vous plaindre que le salon n'était pas bien organisé. On vous donne la parole. Donc, voilà, de plus en plus le font parce qu'ils se rendent compte que bah, s'ils veulent que leur salon marche en tant qu'organisateur, il faut aussi que les auteurs soient satisfaits. Donc, ils nous demandent de plus en plus notre avis. Donc, répondez-y sincèrement, mais toujours avec courtoisie. Voilà. Comme pour le reste, toujours être courtois. Donc, l'attitude à bannir, parce que voilà, il y a des gens qui se comportent comme des grouillots, j'ai envie de dire, et qui ne comprennent pas pourquoi on les invite plus, ou pourquoi ils ne vendent pas. Donc déjà, je reviens sur la ponctualité. Si vous arrivez en retard, ça peut arriver, mais je dis sans prévenir, là, c'est mort. Et ou partir avant la fin du salon sans demander l'autorisation, c'est pareil, par respect. Voilà, le respect, c'est très important. Pour les organisateurs, c'est la meilleure façon d'être blacklisté. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est d'être rayé des listes et de ne jamais être réinvité. Et dites-vous que le monde est petit, surtout le monde des
le monde de la littérature, les auteurs, au bout d'un moment, qui font beaucoup de salons, on les connaît tous. Se montrer discourtois envers les autres auteurs, les bénévoles et le public. Donc ça arrive aussi que des auteurs s'engueulent ou qu'il y ait des réflexions envers du public qui passe et, comme je disais, qui viennent, qui discutent avec vous, qui s'en vont sans rien prendre et en fait, on leur envoie une réflexion. Bon, bah voilà, on n'est pas là pour ça. Être imbu de sa personne, prendre des gens de haut parce que vous écrivez. Alors, par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une auteure, le premier truc qu'elle disait, c'est qu'elle était officier des arts et lettres. Ouais, son nom, je sais pas, mais je sais qu'elle était officier des arts et lettres. Bon, bah, ok. Mais en fait, ça n'intéressait qu'elle. Donc, et c'est pas pour autant qu'elle a vendu plus que les autres. Mais déjà, quand vous commencez comme ça, bon, ça donne une image de vous qui n'est pas forcément celle que vous voulez donner. Donc, c'est dommage. Les gens, ils le sauront s'ils se documentent sur vous, ils sauront ce que vous avez fait. Donc, monopoliser le public aussi. Alors, ça, c'est les auteurs qui racontent leur vie justement dans l'autre sens au lecteur, jusqu'à ce qu'en fait le lecteur, enfin le visiteur se lasse et se dise bon, celui-ci, il m'embête, je vais lui prendre son bouquin, il va me foutre la paix. Bon, bah voilà. Sauf qu'après, bah, vous ne le reverrez plus. Donc, il y a certains auteurs qui se comportent comme ça, qui monopolisent le public. Et là, par contre, ils ne sont pas des copains parmi les autres auteurs. Voilà, les lecteurs ne vous appartiennent pas. Donc, en plus, le public souhaite généralement passer un bon moment et découvrir l'ensemble du salon du livre. Ils ne viennent pas que pour vous et vous n'êtes pas tout seul. Donc, généralement, les lecteurs qui achètent beaucoup, ils repèrent leurs auteurs, ils font le tour du salon et après, ils reviennent vers vous. Donc, ce n'est pas parce que vous les monopolisez qu'ils vont vous acheter quelque chose et ce n'est pas parce qu'ils ne vous achètent pas tout de suite qu'ils ne vont pas revenir après. Ça, c'est des attitudes à repérer. Alors, harceler le public, c'est un peu la même chose pour forcer la vente. Il n'y a rien de pire que de forcer la vente. Ce n'est pas la crier, vous n'êtes pas là pour vendre du poisson, comme je disais. Aussi, dénigrer et ou jalouser les autres auteurs. Donc, lui, il vend plus que moi. Lui, comment il fait? Son stand, il est moche. Voilà. Occupez-vous de votre stand, de vos livres et à la limite, inspirez-vous des autres, mais les critiquer, ça ne sert à rien. Connus ou pas, ils sont dans le même bateau que vous. S'ils vendent plus que vous, réjouissez-vous pour eux. Ils ne vous prennent pas vos lecteurs qui d'ailleurs ne vous appartiennent pas. Au contraire, observez et apprenez. Voilà. Il faut vous dire que si le voisin d'à côté, il a vendu 15 bouquins, vous 0, posez-vous les bonnes questions. C'est pas parce qu'il triche, c'est parce qu'il est bon. Il est peut-être bon, ses livres, si vous ne les avez pas lus, vous ne savez pas si ses livres sont bons. Mais en tout cas, c'est un bon vendeur. Donc, inspirez-vous de ses méthodes, discutez avec. Souvent, il n'y a pas de problème. Mais ne le dénigrez pas. Essayez plutôt d'être à l'écoute et dans l'échange. Alors, passer son temps sur son téléphone, sa tablette, à lire ou à ignorer le public, ça c'est pareil. Quand le public passe et qu'il voit que les auteurs, ils ont tous la tête baissée, ils sont sur leur téléphone et en fait, ils ont l'air de ne pas être concernés, de ne pas être là et qu'ils attendent le déluge, bah en fait, souvent les lecteurs, les visiteurs passent leur chemin. Je sais qu'après, il y a des auteurs qui font ça parce qu'ils sont timides ou parce qu'ils se disent, bah oui, mais si j'interpelle les gens, comme je disais avant, on va prendre ça pour justement du harcèlement. Il faut trouver le juste milieu. Vous avez le droit de consulter votre téléphone un peu de temps en temps. Il faut juste repérer les moments où vous n'êtes pas observé et les moments où justement vous devez être attentif au public. Tout ça, ça se travaille. Mais voilà, il faut savoir faire la part des choses, être présent au bon moment. Voilà, au bon moment. Donc, parce que ça montre un désintérêt et bon, voilà, il faut se montrer disponible. Être bruyant aussi et se faire remarquer par une attitude inappropriée. Parce que, bah, comme partout, il y a des grandes gueules dans les auteurs des fois, et vous êtes dans un salon du livre où il y a très peu de bruit, bah, il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui a une gueule comme ça, et en fait, on n'entend que lui, et ça va saouler tout le monde. Donc, bah, si vous faites partie de ces gens-là, sachez qu'on vous entend. Sachez qu'on vous entend. Donc, un salon du livre est par définition un endroit calme, relativement silencieux, pas une foire aux bestiaux. Donc, les bestiaux, ça peut être le public, mais ça peut être aussi les auteurs, des fois. Donc, aussi quitter son stand en fin de salon en laissant des déchets, des cartons, etc. Ce sont des bénévoles qui s'occupent de ça et ce ne sont pas vos larbins. Donc, il faut juste avoir du savoir-vivre. Parce qu'il y a certains auteurs, en fin de journée, ils ont mangé, ils ont vendu, donc ils laissent leurs cartons, ils laissent leurs déchets, leurs couverts en plastique, les trucs comme ça. Et ils se disent, c'est l'organisation qui va nettoyer. Non, il y a des poubelles. Enfin, ce dont je parle là, ce n'est pas valable que pour les salons du livre, c'est du savoir-vivre. Mais en salon du livre, ça existe aussi. Et partir du salon comme un voleur, sans remercier ni dire au revoir, aussi bien aux organisateurs qu'aux autres auteurs, pensez à l'image que vous laisserez. Voilà, c'est ça. Pensez à l'image que vous allez laisser. Parce que les gens se souviendront de vous, surtout si vous vous comportez mal.
Et si vous vous comportez très bien, c'est pareil, vous laisserez une bonne image. Donc le stand. Alors le stand, il doit être esthétique. D'abord, il doit être beau. Il vous représente. Donc vous devez en être fier et il doit attirer le regard de loin. Il doit se démarquer des autres parce qu'il y a beaucoup de stands qui se ressemblent. Le vôtre, il doit être différent. Il doit être pratique. Pourquoi? Parce que c'est vous qui l'installez et qui le désinstallez. Donc c'est du boulot. Et en général, vous avez 1 heure pour le faire. Souvent, les salons qui commencent à 10 heures, ils vous disent d'être là à 9 heures. C'est pas pour rien, hein. L'heure, elle passe très très vite. Pour faire un beau stand, il faut 1 heure. Modulable. Alors, il doit pouvoir s'adapter et suivre le même schéma d'un salon à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits salons, il y a des grands salons. Des fois, vous avez 2 tables, des fois, vous en avez qu'une. Des fois, vous êtes tout seul, des fois, vous êtes deux auteurs sur la même table, hein, ça arrive. Donc, forcément, vous n'allez pas prendre toute la place, il faut partager. Donc, il faut que vous ayez en tête plusieurs configurations. En gros, on va dire selon la météo, bah voilà, vous sortez ça, vous sortez ça, vous sortez ça. Voilà. Donc cohérent aussi, pourquoi? Parce que les livres, ils doivent être présentés par ordre de parution, par genre, etc. Quand un lecteur, il arrive sur un stand, il a 10 secondes à peu près pour savoir ce que vous faites, sans même que vous parliez. Il doit arriver et visuellement, il doit se dire, lui, c'est du polar, lui, c'est du feel good, lui, c'est du fantastique. Son dernier bouquin, c'est celui-ci. Le plus ancien, c'est celui-là. Le best-seller, c'est lui. Donc votre truc, votre salon, il doit être, votre stand, pardon, il doit être cohérent. Donc sans parler déjà, le lecteur, le visiteur doit savoir à qui il a affaire. Donc il doit être aéré aussi parce que trop chargé, le public n'identifiera pas facilement vos ouvrages. S'il y a trop de choses sur la table, il va prendre peur et à moins qu'il ait un budget illimité, il va partir. Donc voilà. Alors la photo, bon, elle est un peu serrée, donc il y a un peu beaucoup de choses, mais c'est dans le sens que, voilà, il se démarque dans le sens que, bah voilà, j'ai des livres qui sont de différentes couleurs, ils sont classés dans l'ordre. Il y a différents objets, des artefacts aussi sur le salon, et, euh, et donc voilà, vous voyez derrière d'autres qui ont des kakémonos. Bah, derrière, au fond, vous voyez 2 auteurs qui sont en train de discuter, mais il y a quelqu'un devant, donc ça peut être une discussion libre. Enfin voilà quoi. Là, c'est un salon qui est calme et qui se passe bien. Donc l'identité visuelle, alors elle est très importante. C'est comme, dites-vous que, enfin, vous êtes un artiste. Donc ça fait partie des arts, hein, la littérature. Donc vous êtes un artiste. Donc vous avez droit à une identité visuelle pour vous faire reconnaître, ne serait-ce que par votre personne. Voilà. Même si vous avez un pseudo ou quoi, ça c'est pas très important, mais le pseudo fait partie de l'identité. Donc votre identité visuelle parle pour vous, elle indique aux visiteurs qui vous êtes et suggère votre genre littéraire et votre accessibilité. C'est ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes en costard-cravate, bon, ça donne moins envie peut-être d'aller vous voir que si vous êtes en t-shirt, dans un t-shirt sympa, enfin bien quoi. Enfin voilà, c'est vraiment votre tenue qui va donner un petit peu l'image de ce que vous êtes. Donc choisissez avec soin vos vêtements, si vous avez un chapeau, votre tenue, une casquette éventuellement, du maquillage ou un costume. Par exemple, les auteurs de fantastique, souvent, ils sont costumés. Bah, c'est très sympa. Disposez sur et autour de votre stand, donc les artefacts, c'est des objets associés à votre identité, des roll-up kakemono comme tout à l'heure. Donc voilà, les artefacts, c'est vraiment un. Moi, par exemple, j'ai une main, vous avez vu, je remonte, hop. Voilà, là, la main articulée avec le stylo. Donc pourquoi? Parce que bah, déjà, c'est un cadeau qu'on m'a offert. C'est la main de l'auteur, et en plus, comme je m'appelle mes mains, bon, ça fait un jeu de mots dessus. Et par exemple, le hérisson là, qui sert de porte-page. Là, j'ai une petite tasse à café sympa, donc c'est ça les artefacts. C'est des choses que j'emmène partout avec moi. C'est un petit peu comme des porte-bonheur ou des choses comme ça. Voilà, mais on sait que c'est moi. Disposer sur donc voilà les artefacts, objets associés, votre identité, etc. Bon là j'avais une casquette, généralement j'en porte pas, mais le salon là j'en avais une, mais il y en a certains pour qui la coiffe c'est une identité visuelle. Voilà. Là c'était dans un Auchan. Alors c'était aussi un salon du livre, c'était le salon du printemps Auchan-Villebon, donc en région parisienne, organisé par la maison d'édition également. Donc voilà, on était une quinzaine d'auteurs, donc c'était bien sympa, donc dans une galerie marchande. Donc la séance de dédicace en elle-même, donc qui est le but avoué du salon. Donc elle doit être d'abord chaleureuse, parce que c'est un moment de partage privilégié, vous êtes là pour ça. Donc vraiment, ce moment-là, vous l'avez attendu pendant des semaines, en tout cas toute la journée. Donc ne le ratez pas, c'est vraiment votre moment. Et il doit être personnalisé aussi, parce que c'est aussi le moment du lecteur qui vous fait la confiance d'acheter votre livre. Donc chaque lecteur et lectrice est unique, donc vous n'allez pas faire la même dédicace pour tout le monde. Même si vous pouvez avoir un tronc commun,
une phrase préécrite, on va dire, vous devez quand même l'adapter à chaque personne. Donc, interrogez le ou la pour trouver la phrase d'accroche. Vous lui demandez ce qu'il aime dans la vie, son prénom, quelque chose. Et vous trouvez une phrase d'accroche par rapport à ça qui, le ou la, marquera peut-être toute sa vie. Parce que quand il sera des années plus tard, il retombera sur ce livre-là ou je sais pas, moi, une grand-mère qui donnera son livre à sa petite fille dira: ah bah tiens, regarde, j'ai rencontré tel auteur il y a des années, il m'a fait cette dédicace. Il faut se dire que cette dédicace, elle doit marquer la personne toute sa vie. Ça doit être votre objectif. Elle doit être soignée, dans le sens pas écrite comme un cochon. Donc, travaillez votre signature, vous pouvez vous entraîner, il n'y a pas de honte. Hein. Votre écriture, c'est une œuvre. Je parle du livre, mais je parle aussi de la dédicace. C'est une œuvre et qui est unique, pas un brouillon. Ne la bâclez pas. Attention au séchage de l'encre. Alors ça, c'est pour ceux qui utilisent des stylos roller. Souvent, l'encre, en fait, elle met du temps à sécher. Donc moi, ce que je fais, des fois, on se moque de moi, mais ça ne me gêne pas. Je souffle sur l'encre délicatement pour qu'elle sèche, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire une dédicace, de refermer tout de suite, et après de rouvrir et de voir qu'en fait, ça s'est imprégné sur la page d'en face. C'est un peu dommage. J'aime pas les stylos billes parce que les stylos billes, je trouve que l'écriture n'est pas belle. Donc moi, je préfère le stylo que vous avez vu. C'est des stylos roller et en fait, c'est magnifique. Mais il y a l'inconvénient, c'est le temps de séchage de l'encre. C'est 10 secondes, hein, c'est pas plus que ça. Mais pensez-y quand même. Ça serait dommage de la gâcher. Et offrez un marque-page ou une carte de visite, des bonbons, s'il y a des enfants, enfin même des adultes, hein, ou des chocolats, quelque chose. Rendez vraiment le moment sympa. Le marque-page, en plus, c'est un outil de communication, comme je disais. Souvent, il y a un QR code dessus. Il y a un lien vers votre page Facebook. Les cartes de visite, c'est pareil, ça sert à laisser une trace. Donc, n'hésitez pas à être généreux dans tous les sens du terme. Elle doit être utile parce que vous avez atteint votre objectif. Rebondissez dessus. Demandez systématiquement, mais gentiment au public, de bien vouloir laisser un avis sur vos livres ou sur votre livre, sur les réseaux sociaux et sur les sites dédiés. Donc, vous citez Babelio, Glyph, Amazon, etc. N'hésitez pas à les citer, c'est les plus efficaces. Et c'est comme ça que vous gagnerez en notoriété. Parce que c'est dommage qu'une personne lise votre livre, soit déjà allée jusqu'à cet objectif-là, et garde tout ça pour elle, qu'elle ne le partage pas. Mais il y a des gens qui n'y pensent pas. Donc, c'est votre rôle aussi d'inciter ces gens-là à partager, même par le bouche à oreille. Mais voilà, ça doit être utile. Voilà, donc là, c'était une dédicace dans une librairie où il y avait une classe d'enfants, c'était pendant le Covid, c'est pour ça qu'il y a des masques, où en fait, ces élèves-là étaient venus pour apprendre les différents métiers du livre, donc libraire, auteur, maison d'édition, et donc j'avais fait une séance de dédicace, donc c'était très sympa. Donc, et après, alors maintenant, il est temps de faire le bilan du salon. Qu'est-ce qui se passe après? Donc ça, c'est le bilan, vous le faites chez vous quand vous êtes rentré. Vaut mieux en faire un au début à chaud, mais après à froid aussi pour voir. Alors, avoir la capacité pour les ventes. Voilà, donc on va voir les ventes et le bilan du salon. Donc les ventes, pour n'en rater aucune, il faut avoir la capacité d'encaisser les cartes bancaires et de rendre la monnaie. Donc comme je disais, le TPE, le terminal de paiement, vous avez plusieurs modèles, vous avez le Zettle, vous avez le SumUp, les trucs comme ça. Ils fonctionnent tous selon le même mode, c'est-à-dire vous avez une application sur le téléphone qui est reliée en Bluetooth avec votre terminal de paiement et vous pouvez encaisser. Je dois quand même vous dire que pour être dans la légalité, en France, un citoyen lambda n'a pas le droit d'encaisser des cartes bleues ni des chèques. Donc, normalement, vous devez avoir un numéro de SIRET. Le SIRET, vous pouvez fournir celui de la maison d'édition ou sinon, vous pouvez vous déclarer si vous voulez vous déclarer auprès de l'URSSAF ou quoi. Mais ça serait un autre débat. Mais on va dire que normalement, pour avoir un TPE, voilà, il faut être déclaré, avoir un numéro de SIRET. Les chèques, c'est pareil. Hein, le chèque de la grand-mère à Noël, c'est toléré, mais si vous mettez en banque des chèques régulièrement, vous risquez d'avoir une petite visite des impôts. Donc après, bon, c'est pas à moi à vous dire ce que vous devez faire par rapport à ça, mais je vous informe juste que pour être dans la légalité, il vous faut un numéro de SIRET. Et en plus en plus de salons du livre, quand vous vous inscrivez, vous demande votre numéro. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez fournir celui de la maison d'édition, il n'y a pas de problème. Vous devez aussi suivre votre inventaire pour ne pas vous retrouver en rupture de stock. Alors, j'ai marqué en fin, mais c'est aussi en début. Vous arrivez sur un salon, vous avez prévu que 3 livres. Sur, je sais pas, vous avez 3 livres différents, mais enfin 3 exemplaires d'un tome. Et en fait, vous vendez les 3 au bout d'une demi-heure, c'est un peu dommage, quoi. Donc, vous suivez votre inventaire en temps normal.
pour toujours avoir le stock nécessaire pour tout votre salon. Et dès que vous avez fini un salon, vous refaites un inventaire et vous recommandez systématiquement pour faire un réassort. Et justement, les applications des TPE permettent de suivre ça en temps réel, de vous faire des bilans de caisse et tout. Franchement, c'est très intéressant. Vous faites votre bilan gains et pertes et vous tenez vos comptes sur un tableur style Excel. Ça vous permet, ça vous faites ça tout au long de l'année, comme ça vous permet de voir où vous en êtes et si ça vaut le coup de continuer à faire des salons ou si pour l'année vous êtes vraiment dans le rouge et que vous ne pouvez plus, quoi. Donc suivez-le en temps normal comme une entreprise. Vous êtes une entreprise quelque part. Et il faut toujours voir le verre à moitié plein et garder à l'esprit qu'il s'agit d'une passion. Donc, c'est-à-dire que on peut se rater des fois. Moi, il y a des salons, ça m'est déjà arrivé de vendre un livre. J'ai dû faire 2 fois. Alors, c'était peut-être pas des salons où j'en ai vendu 0. Bon, c'est plutôt exceptionnel, mais ça m'est arrivé. C'est pas grave. Je suis content d'être venu. J'ai passé un bon moment. J'ai rencontré d'autres personnes. Peut-être que la prochaine fois, je ferai mieux. Et je me remets en question. Et dans ces cas-là, j'essaie de comprendre ce qui a péché. Dans tous les cas, ça doit être une expérience enrichissante. Et voilà, il faut voir le verre à moitié plein. Parce que sinon, vous allez vite vous lasser ou vous décourager. Parce que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, respecter tout ce que je viens de vous dire à la lettre et arriver à un salon que vous ne vendez pas. Ça peut arriver et je ne peux pas vous garantir que vous vendrez à chaque salon. Ça, c'est la seule inconnue qu'on ne maîtrise pas. Mais voilà, il faut se dire c'est une passion. Donc, faire un débriefing à chaud. Donc, qu'est-ce qui a marché? Parce que quand ça a bien marché, il faut savoir pourquoi et il faut répéter l'opération. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ça, il faut éviter de le refaire. Est-il intéressant de revenir ou pas? Alors, pourquoi? Parce que si au final, ça vous a coûté énormément et que il est trop loin, vous avez vu que l'organisation n'est pas top, ça peut arriver aussi. Hein. Voilà, peut-être que la prochaine fois, vous changez de crèmerie. Est-ce qu'il faut conserver ce salon blacklisté? Parce qu'il y a aussi des salons qui sont très mal organisés. Il y a des salons qui ne traitent pas très, très bien les auteurs. C'est rare, hein, mais ça peut arriver aussi. Par exemple, moi, un salon où vous arrivez, le moindre café, vous le payez 1 euro et il n'y a même pas un café offert aux auteurs qui ont fait de la route, qui sont déplacés. Pour moi, ce n'est pas très, très correct. Voilà. Qu'on en paye après dans la journée, pourquoi pas, mais je sais pas, l'accueil, ça peut être sympa. Ou par exemple, que vous voyez que la table est ridiculement petite alors qu'on vous a fait payer 20 euros. Bon, voilà, ça, c'est pas très, très correct. Donc, vous aussi, vous avez le droit au respect. Donc, voilà, quel a été votre ressenti? Si vous vous êtes senti bien, vous avez passé une bonne journée. Je mets de côté les ventes. Je parle vraiment de votre ressenti en tant qu'être humain, parce que vous êtes aussi un être humain. Vous avez droit au respect. Donc, si vous vous êtes senti bien, voilà, revenez. S'il y a quelque chose qui vous a heurté, déjà, parlez-en aux organisateurs. Hein, il peut y avoir un raté. Ne prenez pas forcément la mouche, mais par contre, s'il y a vraiment des trucs pour vous qui sont intolérables, entre guillemets, vous blacklistez le salon, puis c'est tout. Mais ça ne vous empêche pas de prévenir les organisateurs que vous ne reviendrez pas et de leur expliquer pourquoi, hein, tout en restant cordial. Et surtout, faites une publication sur les réseaux sociaux avec des photos et des vidéos de remerciements. C'est aussi la meilleure façon d'être réinvité. Et sachez que les organisateurs, ils seront touchés et puis ils le verront. Ils verront que vous faites de la pub pour leur salon, que vous les remerciez, et puis ils seront contents de vous réinviter, tout simplement. Donc voilà, je suis arrivé au bout de la présentation, donc je vous remercie de m'avoir lu et je vous souhaite à tous de très très bons salons du livre. Alors quand je dis salon du livre, c'est aussi des dédicaces en médiathèque, en librairie. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Alors, je sais que j'ai parlé vite, mais parce que je vois il est 19h33 et l'heure elle est passée sans que vous ayez eu la parole, ça va venir, rassurez-vous. Donc là, ça va être votre moment à vous et n'hésitez pas donc à poser des questions et on va essayer d'y répondre tous ensemble avec beaucoup de plaisir. La dernière petite info, donc moi, vous pouvez me contacter comme vous voulez, quand vous voulez, je suis sur les réseaux sociaux, donc là, c'est mon lien Facebook. Comme je disais, je suis aussi sur Instagram et LinkedIn. Vous pouvez me contacter sur Messenger, il n'y a pas de souci, je reste disponible. Si vous voulez en reparler après en aparté, c'est avec grand plaisir. Et je vous remercie à tous de vous être inscrits et d'être venus aussi nombreux. Et je remercie aussi donc la Société des écrivains, donc mon éditeur et le groupe Nombre 7, hein, qui est la grande maison, Christophe et Gwendoline, et puis tous ceux qui ont œuvré pour ça. Et la dernière petite chose, après je me tais pour ça, donc ce PowerPoint, je pense qu'il vous sera disponible et vous pourrez y réaccéder pour
pour revoir les informations qu'il y a dessus. Et ce live sera aussi en replay, donc ne vous inquiétez pas si j'ai été trop rapide sur certains trucs. Vous aurez toujours accès aux informations. Donc voilà, c'est à vous la parole. Donc là, c'est Gwendoline et Christophe, je pense, Oui. ils vont gérer les micros. Du Voilà. coup, effectivement, je m'excuse d'avance. Effectivement, le chat, malheureusement, il fonctionne pas. J'arrivais pas à l'activer du coup pendant la conférence. Mais voilà, vous pouviez poser des petites questions sur le côté. Donc, on en a eu quelques-unes. Du coup, Frédéric, il y a Oui. Leila Marty qui demande comment se rendre visible dans un salon de 80 auteurs tassés comme des sardines avec un public perdu qui met un temps fou pour faire le tour des auteurs. Bah ça, c'est un salon qui est mal organisé. Alors, j'en ai fait un dans le Nord où on était 100. Je ne pouvais pas mettre de kakémono parce que en fait, mon dossier était accolé au dossier de l'auteur qui était derrière. Il faisait trop chaud. Les gens, et c'est dommage parce qu'il y avait une grosse fréquentation, mais en fait, ça, c'était un salon qui avait été victime de son succès l'année d'avant, ils avaient cartonné. Ils avaient fait un salon, je crois, à 50 auteurs. L'année d'après, ils se sont dit, oh, bah, on va doubler, on va en mettre 100. Bah ouais, mais non. En fait, voilà, bah ça, c'est un salon qui est mal organisé. Mais je pense que s'il en est arrivé là, c'est qu'il a dû marcher les autres années. Dans ce cas-là, il faut le dire gentiment aux organisateurs. Mais je suis d'accord, quand il y a trop d'auteurs, les gens ne savent plus où aller. Et voilà. Puis en plus, plus il y a d'auteurs, comme je dis, il fait très chaud, ça va être désagréable pour le public, ça va être désagréable pour les auteurs. Donc, c'est assez compliqué. Mais ouais, faut prévoir un éventail et puis pouvoir sortir. Mais je sais que c'est la limite. Pour moi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais pour moi, un bon salon, c'est 20-30 auteurs. Au-delà, ça commence à être compliqué. Ou alors, il faut de l'espace. Je confirme ce que dit Frédéric. Et ensuite, il a également évoqué autre chose, c'est qu'il faut savoir se différencier des autres auteurs par sa singularité, par la qualité de son sourire. Il faut toujours sourire, toujours être accueillant, avenant et surtout ne pas négliger le premier contact. Euh, Là, Frédéric a évoqué énormément de choses sur lesquelles on va peut-être revenir à travers vos questions. Mais la première chose qui est, mais alors, primordiale, c'est que d'abord, vous êtes indissociable de votre livre. Vous et votre livre constituerez le succès de cet ouvrage-là. Les gens viennent vous rencontrer et le livre est la poursuite finalement de cette rencontre. La deuxième chose, c'est que on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Si les gens qui croisent votre regard ou qui se tournent vers vous et ils ressentent dans les 300 millisecondes du premier contact qu'il y a le moindre doute, malheureusement, ça n'ira pas au bout. Donc, à vous d'être dans ces moments-là, complètement, comme dirait le grand philosophe belge Jean-Claude Van Damme, aware et à la disposition du public. C'est de toute façon, moi, je compare ça à une rencontre amoureuse. Un salon du livre, c'est une rencontre amoureuse entre son auteur et son public, un auteur et son public. Donc, s'il n'y a pas c'est un acte de séduction au sens noble du terme. C'est love at first feel. Tout à fait. Et du coup, j'ai d'autres. Alors, pour les personnes qui se demandaient si vous auriez accès du coup à la réunion, oui, elle est enregistrée et vous y aurez accès sur YouTube. Et concernant du coup le diapositive de Frédéric, effectivement, on pourra vous le faire parvenir. Donc, soit vous demandez à Frédéric, soit vous m'envoyez un petit mail que je vous mettrai dans le chat. Je vous mettrai mon adresse, comme ça vous pourrez, je vous enverrai effectivement le petit slide de Frédéric. On pourra peut-être demander à Victoria éventuellement de le mettre quelque part et qu'on ait le lien qui soit téléchargeable sur Agora. Absolument. Oui, aussi. Et d'ailleurs, une autre question, du coup, vu qu'on parle d'Agora, est-il possible d'avoir le calendrier des salons? Sachez que sur nos blogs, vous pouvez retrouver les différentes dates des salons. Donc, on a essayé de répertorier le maximum de dates et de salons de toutes régions. Donc, vous pouvez retrouver ça là-dessus. Mais encore une fois, n'hésitez pas. Comme je dis, moi, je suis dans la région bourguignonne et Marne, Haute-Marne, et je vais un peu dans le nord. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous êtes de ces régions-là et moi, je vous donnerai les infos. Pour l'instant, moi, je n'ai pas encore établi d'agenda, ça viendra. Mais il n'y a pas de problème. Moi, comme je dis, je partage mes informations, c'est le but. Hein, donc, n'hésitez pas à me contacter. On peut peut-être rajouter quelque chose, c'est que depuis 15 jours, Frédéric, tu fais partie des auteurs délégués du groupe d'édition nombre 7. Donc, 12 auteurs vont
représenter le groupe d'édition, je dirais, sur le terrain et vont être pour vous des relais à la fois d'information, mais également vont être aussi des catalyseurs d'énergie et des catalyseurs d'activité. C'est-à-dire que c'est vers où que nous allons vous envoyer les coordonnées de façon publique et à travers une newsletter. On va vous expliquer le principe de ce que nous avons établi grâce au séminaire de travail auquel a participé notamment Frédéric et 10 autres personnes qui sont donc les délégués régionaux du groupe d'édition. Et en fait, tout ceci est en train de se constituer pour que l'en fait, on crée une vraie communauté et que vous ayez en fait, je répète trop en fait, excusez-moi, pour que vous ayez la capacité de pouvoir avoir localement et régionalement en fait, pardon, des interlocuteurs qui vont être force de proposition également. Ça vous permettra vraiment de créer, en fait, dans chaque région, des pôles d'attractivité, de connectivité, et ça vous facilitera grandement la vie pour ces choses-là, et notamment pour les événements à venir. Gwen, on a une autre question? Oui, j'ai une question de Monsieur Frédéric Sarboni. Est-il judicieux de distribuer des cartes visites et ou marque-pages à ceux qui passent et qui ne montrent en fait pas qui montrent aucune intention d'acheter les livres? Alors moi, je vais répondre à Frédéric. Bonjour Frédéric. Pour les auteurs, nombre 7 en particulier, les auteurs de la maison d'édition nombre 7, on leur offre initialement des marque-pages avec un flash code qui va renvoyer vers leur page auteur. Et je pense que c'est pareil pour les auteurs, sociétés d'écrivains et également Publibook. Oui, donc ça veut dire que ces marque-pages-là sont faits pour ces gens-là qui vont passer. Alors après, vous avez des gens comme par exemple au Salon du Livre de Bondu qui vont dévaliser toutes les tables où il y a des marque-pages. Moi, j'en ai chassé à Bondu. Il y a un couple de personnes, je leur ai dit, mais attendez, vous faites quoi là? Ah, mais celui-là, il est intéressant, mais monsieur, on s'en fout du marque-page, on parle du livre là. Voilà. Après, vous avez vraiment des gens pour lesquels ça n'a pas d'intérêt, mais dites-vous que peut-être que la personne avec qui vous avez eu cette ouverture, avec qui vous avez eu cet échange, alors quand même, il faut essayer d'avoir un échange et qu'il y ait un tant soit peu d'intérêt avec ce que vous avez écrit, vous pouvez lui remettre le marque-page avec le flash code et il pourra très bien commander le livre à l'issue. C'est ça, moi je rajouterais qu'en fait, je vois très bien de quoi enfin, Frédéric aussi parlait, c'est ça. En fait, c'est au feeling, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui collectionnent les marque-pages et ces gens-là, souvent, bon, il y en a qui demandent poliment, il y en a qui viennent et qui se servent. Voilà, ceux-là, c'est pareil. Moi, je leur dis, bah, vous voulez quel livre? Ah ben moi, je veux pas de livre. Bah, dans ce cas-là, vous prenez pas de marque-page. Ou alors, ce que je dis poliment, je dis, bah, excusez-moi, les marque-pages sont réservés aux gens qui prennent le livre. Parce que je vais pas me voir offrir un livre, enfin, vendre un livre sans le marque-page. Donc, moi, je priorise ceux qui prennent le livre. Donc, après, voilà, faut tourner le truc, mais ça se sent. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme dit Christophe, il y en a certains qui potentiellement, vous sentez qu'ils veulent vous acheter, mais ils ont peut-être pas les moyens là où ils peuvent pas. Là, vous offrez le marque-page. Mais ça, c'est du feeling. Ça s'explique pas, ça se ressent. Ok, bah super. J'ai une autre question. Quel conseil le plus important donnerez-vous à un débutant dans ce domaine? Pour les salons du livre, je dirais. Le premier conseil, attends Frédéric, je vais le donner. Ouais, vas-y. C'est de venir le jeudi 18 avril à Paris au Cargo à 18h30, 18h45, puisqu'on va jouer avec Jean-Luc Cohen-Raimbaud la pièce L'auteur à la hauteur, et où on va reprendre énormément de choses qui ont été présentées par Frédéric, évidemment avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de dérision, mais surtout, lorsque vous aurez terminé cette petite rencontre, qui est finalement une pièce, on va dire une pièce humoristique et pédagogique, nous vous offrirons le livret du participant qui reprend à la fois ce qu'on va vous présenter dans cette façon de présenter vos ouvrages, etc., mais également qui va vous permettre d'avoir un petit peu tout un tas d'éléments qui vont venir se compléter avec ce qu'a proposé aujourd'hui ce magnifique slideshow que nous a présenté Frédéric. Donc je répète, jeudi 18 avril, 18h30, Le Cargo, 157 boulevard McDonald à Paris. C'est gratuit, vous êtes invités. Par contre, il faut vous inscrire, il y a un lien sur le Facebook de Nombre 7 et vous aurez donc accès à cet événement. Alors, il faut savoir qu'on va le jouer également
à Montpellier, au Gazette Café, le 5 mai, pardon, le 5 octobre à 19 heures. Et on va le jouer également dans le cadre du Salon du Livre de Monaco, au Grimaldi Forum, le samedi soir. Alors, j'ai plus la date en tête exacte. Et on va également le jouer au Salon du Livre de Montréal-les-Avignon au mois de mai également. Voilà, donc on va essayer de la bouger un petit peu de partout pour que tous les auteurs puissent en bénéficier. Et évidemment, à l'issue, non seulement on va vous offrir le livret du participant, mais en plus, on va vous inviter à un petit apéritif dînatoire. Moi, Pardon, Frédéric, t'es coupé. Non, Tu as vu il que n'y a pas de souci. j'ai de la tchatch aussi. Hein. Non, je rajouterai juste pour la question sur le conseil pour quelqu'un qui veut débuter. Alors déjà, c'est d'être soi-même et de ne pas hésiter, comme je disais, à solliciter des auteurs qui ont plus l'habitude. Parce que comme je disais, pour ceux qui ont l'habitude, on doit avoir cette démarche d'aider les débutants. Parce qu'on a tous commencé par là. Donc, Oui. qu'il n'hésite pas à s'exprimer et puis à demander directement des conseils en fonction de ce qu'il veut. Donc voilà, quelqu'un qui est par exemple timide mais qui n'a pas l'habitude de s'adresser aux personnes, il peut aussi prendre des cours de théâtre. Par exemple, justement, je rebondis sur ce que vient de dire Christophe. Le théâtre ou toutes les activités artistiques, moi je suis aussi musicien, souvent c'est lié en fait. Et si on développe l'attraction du public et le fait de pas de se mettre en avant, j'aime pas le dire comme ça, mais de partager quelque chose avec des gens qu'on connaît pas, c'est une expérience qui est richissime. Donc en fait, il faut juste qu'il ne soit pas complexé, qu'il n'ait pas peur de se tromper, parce que même moi, je me trompe des fois, n'importe qui se trompe, et qu'il n'hésite pas à aller vers les autres auteurs, et puis voilà, on lui donnera les clés. Mais c'est l'expérience qui fait que. C'est au début, on trébuche, après on se relève, on marche, et après on court. Donc c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Voilà, c'est important ce que tu disais, Frédéric. Je tenais à te remercier de l'avoir fait, mais il est très important d'accompagner les jeunes auteurs qui arrivent. La dernière des choses à faire, c'est de les voir comme des concurrents, parce que au contraire, voilà, c'est les gens qui vont pas acheter votre bouquin, c'est pas à la cause de l'autre, c'est Non. directement lié à vous. Voilà, Oui. donc pardon de vous le dire, mais quelquefois, on s'est pas levé du bon pied et ce jour-là, ça va pas matcher parce on n'est pas dans le jeu, on n'est pas dans la vibe, comme disent les jeunes. Mais C'est voilà, ça. on peut pas en vouloir aux autres, mais par contre, le fait de s'entraider, le fait de partager, le fait d'échanger, le fait de se retrouver, le fait de se planter, le fait de repartir ensemble, de traverser, de prendre la voiture en même temps, et toute cette chose-là, finalement, va créer un effet soufflé, que j'appelle, et qui va faire que de toute manière, vous vous sentirez de mieux en mieux, de plus en plus libéré. Et c'est vrai, soyez fiers de ce que vous faites. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu le courage d'ouvrir leur cœur dans leurs livres. Et c'est ce que vous faites tous. Et c'est ce qui, moi, me fait lever le matin parce que je vais être avec vous et je vais vous accompagner et je vais faire en sorte qu'il y ait le maximum de lecteurs qui soient aujourd'hui à l'écoute et que vous puissiez partager ce que vous avez à leur offrir. Moi, je rajouterais juste qu'en fait, moi, je vois ça comme en fait moi aussi, je dis beaucoup en fait, hein, une grande famille. C'est-à-dire qu'on est tous, et je disais bien tout à l'heure qu'on soit de la même maison d'édition ou pas, on est tous dans le même bateau. Donc, soit on rame tous ensemble, soit chacun c'est de son côté, on finit par couler, mais tous ensemble aussi. Donc, voilà. Pour reprendre ton titre, c'est l'ADN de Nombre 7. Nombre 7, et oui, c'est pas une maison d'édition comme les autres. Oui, c'est plus une famille qu'une maison d'édition. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai voulu regrouper également la Société d'écrivains, Publibook, mon petit éditeur, Connaissance et Savoir, et Nombre 7. C'est exactement ça. On ne peut pas, en fait, envisager de l'édition alternative. On ne peut pas donner la parole à des auteurs émergents et pas des débutants, mais émergents, pas des non connus, mais émergents, si on ne va pas appliquer aujourd'hui des, des recettes qui vont faire qu'ils vont pouvoir avoir accès à plus de public qu'ils n'en auraient jamais eu chez Albin Michel ou Fayard. De toute façon, il faut chasser cette image que grande maison d'édition apportera forcément succès, parce que eux Ah, aussi, ce sont des entreprises. Et comme on en a parlé l'autre jour lors du séminaire, on peut très bien être publié chez Gallimard et retrouver ses livres dans des cartons dans une librairie et ne jamais être déballé. Tandis que le principe qu'on n'a pas évoqué, c'est que chez Nombre 7, Société des écrivains, tout le groupe, c'est de la publication à la demande. C'est-à-dire que moi, ce que j'explique aux gens, c'est que le livre est fabriqué pour eux. Et ça les touche.
Quand vous leur dites, vous commandez un livre, le livre est fabriqué pour vous, ça évite le gaspillage, la mise au pilon, c'est écologique. Et en plus, c'est efficace parce que vous commandez le livre, vous l'avez 3 jours après chez vous. Et des fois même avant. On n'explose pas l'empreinte carbone parce que le livre est déplacé une seule fois. Exactement, c'est très écologique. Donc, moi, j'aime beaucoup ce principe-là et c'est pour ça que moi, j'ai tout de suite adhéré à ce mode de fonctionnement-là et que je suis resté fidèle à la Société des écrivains. Donc, voilà, moi, c'est quelque chose qui me convient. Je sais très bien que si je devais vendre 1 million de livres, bah voilà, bah, on ferait bosser SoBook et puis il devrait suivre, mais on n'en est pas encore là. J'ai deux questions, si vous le souhaitez, qui se regroupent un peu. Oui. Du coup, je vais vous les dire. Il y en a 3, mais elles se regroupent. C'est quelles sont vos méthodes préférées pour aborder les gens qui passent de façon dynamique et attractive, mais sans être trop agressive? Et du coup, que fait-on lorsqu'on est à côté d'un auteur qui monopolise longtemps des lecteurs potentiels qui n'ont plus qu'une envie, partir vite pour les intéresser? Et du coup, quand on est effectivement en auto-édition, comment on fait pour se remarquer, pour se faire remarquer? Donc, ça rejoint un peu. Ouais, mais c'est 3 questions complémentaires qui sont très intéressantes. Alors, pour justement avoir ce premier truc, généralement, c'est d'essayer de croiser le regard. Croiser le regard, être souriant, dire bonjour. Et en fait, après, voilà, c'est un échange de phéromones, hein, quelque part. Comme je dis, c'est une relation de séduction. C'est vrai. Et en fait, comme ça s'explique pas, ça se ressent, mais je dirais chercher le regard de l'autre et étudier le langage corporel. Vous voyez tout de suite, vous allez regarder la personne dans les yeux, si elle tourne la tête, elle chasse votre regard ou elle se referme ou elle accélère le pas, n'insistez pas. Sachez décoder. Par contre, si vous l'avez hameçonnée, elle va tout de suite venir. Et là, après, c'est à vous à pas lâcher. Donc ça, c'est vraiment l'expérience. Mais je dirais que c'est, comme on disait tout à l'heure avec Christophe, c'est tout dans le regard au début, c'est le premier contact. Et celui-ci, il ne faut pas le foirer. Mais il ne faut pas se montrer trop insistant. Pensez vraiment à votre premier amour, entre guillemets, quand vous l'avez rencontré. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? C'est exactement la même chose. Sauf que là, vous êtes amoureux à chaque salon. Mais voilà, on ne vous demande pas d'être fidèle à vos lecteurs. Et à chaque rencontre. Alors, moi, je rajouterais voilà, vous avez le droit d'avoir plusieurs lecteurs, vous ne vous ferez pas engueuler. Ouais. Oui. Donc voilà, je dirais ça. Ensuite, la question pour les auto-édités, c'est le même principe en fait. De plus en plus de salons du livre s'ouvrent à l'auto-édition parce qu'ils savent que ça existe. On peut pas nier le fait qu'il y a beaucoup d'auto-édités. Ce sont aussi des gens respectables qui ont, pour X raisons, décidé d'auto-éditer leurs livres comme ça. On n'a pas à les juger par rapport à ça. Ils n'ont pas à être jugés par rapport à des salons du livre. Mais par exemple, les gens qui sont uniquement édités sur Amazon sont blacklistés sur certains salons. C'est regrettable parce qu'il peut y avoir aussi des œuvres de qualité. Mais il n'y a pas vraiment de recette miracle pour les auto-édités. Ils doivent se comporter comme les autres. Les règles que j'ai évoquées avant sont valables pour tous. Et je dirais même Franck Tillier ou quoi, je pense que quand il est en salon du livre, il se comporte pas comme un grouillot et il applique toujours ces règles-là. Il est poli, il est souriant et il vend des bouquins parce qu'il a le talent en plus. Mais je veux dire, il se comporte pas comme un. D'ailleurs, Franck Tillier, c'est un exemple. C'est parce que j'aime beaucoup cet auteur. Chaque fois qu'on m'a parlé de lui, on m'a dit il est hyper accessible. C'est tout. Voilà. Tout est dit. Il est hyper accessible. Le mec, il cartonne, il reste accessible. Il n'a pas pris de melon. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Et l'autre question, c'était quoi, Gwendoline, la troisième? Le voisin. Ah oui, le voisin. Alors, voilà, j'en parlais tout à l'heure. Donc, l'auteur qui monopolise, dites-lui une fois poliment. Et je dirais que si au bout de 3 fois, il n'a pas compris, vous allez voir l'organisateur. Et c'est l'organisateur qui va le dégager. N'allez pas jusqu'à vous engueuler parce que si c'est vous qui piquez une colère, les gens penseront que ça vient de vous. Et lui, je pense qu'il va être malin et puis il va dire qu'est-ce qu'elle est venue m'embêter celle-ci. Parlez-en aux organisateurs. Ils sont là pour faire la police. Donc en fait, la personne, vous lui dites une fois intelligemment, 2 fois, 3 fois. Si elle continue, qu'elle vous prend de haut, vous allez voir l'organisateur. Et après, c'est le boulot de l'organisateur à régler ce problème-là. C'est pas à vous. Mais ça arrive, hein, ça arrive. Ouais. Concernant les auteurs auto-édités, moi, j'ai démarré dans ce métier qu'avec des auteurs auto-édités. OK ? Et c'est pour ça qu'en fait est né Nombre 7, pour permettre à des auteurs auto-édités d'avoir une vitrine et d'aller à la rencontre du public. Aujourd'hui, moi, je connais des auteurs qui sont restés en auto-édition avec qui je suis resté très, très ami. Certains pour qui je fais encore leur bouquin en auto-édition, OK, avec un label complètement indépendant ou leur label à eux.
Et ça se passe très très bien. Il y en a qui vendent des centaines, voire qui dépassent le millier de livres par an. Mais la recette est la même en fait que celle qu'a expliqué Frédéric. Alors évidemment, plus on va avoir d'expérience, mais il y a vraiment quelque chose qui est primordial, c'est l'empathie. Aller vers l'autre. Quand vous avez un voisin qui est un petit peu, qui prend beaucoup de place, effectivement, il faut lui parler doucement, gentiment, mais continuer, je dirais, à rester souriant parce que de toute manière, il faut savoir que le public ne s'associe jamais aux méchants. Voilà, on ne se retrouve jamais dans un méchant. Et si jamais on se met en colère parce que quelqu'un vous a foutu les glandes, et moi ça m'arrive des fois de me foutre en colère, je me rends compte que d'abord, c'est une perte de temps parce que c'est donner de l'intérêt à celui qui t'a mis dans cet état-là. Et deuxièmement, on passe pour le méchant et on se dit, mais qui c'est ce mec? Et à la Exactement. limite, même l'organisateur peut dire, mais qui c'est ce casse-pied là qui vient m'embêter alors que ça se passe bien? Alors qu'en réalité, effectivement, il ne faut pas hésiter, hein. C'est pas de la délation, mais c'est aussi faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie dans le salon. Ouais, puis Voilà. c'est le boulot des organisateurs, donc faut pas hésiter à aller les voir. Enfin, voilà quoi. Chacun son boulot. Vous êtes là pour Ouais. passer un bon moment, pour rencontrer des gens, vendre des livres. Vous n'êtes pas là pour faire la police. Et la bonne technique, pardon, je vais me répéter, mais la bonne technique, c'est l'elevator pitch. C'est la technique qu'on va vous présenter avec Jean-Luc, s'il est là, s'il est à l'heure, pour présenter votre livre efficacement en moins d'une minute. Le 18 avril, au 157 boulevard McDonald, au Cargo, à 19 heures. Allez-y, on y mange bien en plus. Ah ouais, en plus normalement, la réception est toujours pas mal. Je confirme. Ouais, une autre chose? Oui, du coup, se faire démarquer, ok, mais est-ce qu'on peut se faire remarquer par une maison d'édition sur un salon? Alors là, je pense que c'est plus Christophe qui doit répondre. Alors, on peut se faire remarquer par une maison d'édition sur un salon parce que d'abord, c'est dans sa façon de présenter. Moi, la première question que je pose à un auteur quand il vient à ma rencontre, c'est présentez-moi votre livre en une minute. Il faut me donner dans 7 minutes envie de poursuivre la discussion. Et ça, c'est que j'ai quelqu'un sur un salon ou que je l'ai au téléphone quand il me dit Monsieur, bonjour, j'ai un manuscrit à vous présenter. Est-ce que vous pouvez me parler de votre livre? Je vous propose de me le présenter et vous avez une minute. Voilà, ça c'est la première chose. C'est pour ça que ça se prépare. On ne peut pas arriver sur un salon les mains dans les poches avec ses caisses, trucs, mettre sa table, tout poser sur la table et tout, et pas avoir préparé son pitch, pas avoir préparé une fiche de présentation pour son ouvrage qui va lister les points essentiels et ne pas avoir préparé une prise de parole en 6 points, parce qu'il y a 6 points, mais toujours pareil, hein, elevator pitch, l'auteur à la hauteur, et on vous présentera tout ça le 18 avril. Voilà. Évidemment, je dirais, moi je vais vous donner un conseil et je vais vous mettre ce qu'on appelle un red flag. Si vous avez un interlocuteur, éditeur, qui peut vous faire penser de près ou de loin au Père Noël ou au Messie, fuyez. Si vous avez un éditeur qui va prendre du temps, qui va vous dire, qui va pas s'emballer, qui va vous dire, écoutez, envoyez-moi votre manuscrit, on va voir avec le comité de lecture, on va revenir vers vous le cas échéant, on a besoin d'un petit peu de temps, on n'est pas là pour vous raconter des salades, voici comment on fonctionne, voici ce qu'on peut vous proposer, et il est complètement transparent, là vous pouvez vous dire, il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est pas parce que l'éditeur aura pris en compte ce que vous lui avez expliqué, si vous ne revenez pas vers lui, si vous ne montrez pas en fait de l'intérêt non plus à ce qu'il vous a proposé, ben forcément, des fois, ça peut ne pas matcher. J'ai rencontré, alors c'est marrant parce que comme moi, je fais aussi quelques salons quand même depuis 2009. Il m'est arrivé de faire jusqu'à 4 salons dans le week-end, participer à 4 salons dans le week-end justement pour rencontrer des auteurs. Et c'est aussi comme ça que s'est constitué et construit le groupe d'édition Nombre 7 aujourd'hui. C'est aussi, je retourne chaque année, je revois les mêmes auteurs qui me racontent le même truc, qui me disent tous qu'ils sont mécontents de leur éditeur, qui cherchent un éditeur et qui ont republié un livre avec eux. Ou alors des gens qui viennent me rencontrer sur le stand où nous avons, comme par exemple, c'était à Bondu là, il y a 15 jours, des personnes qui viennent nous rencontrer sur le stand, bonjour, je cherche un éditeur, etc. Je les ai rencontrés l'année d'avant, ils n'ont pas avancé dans leur projet. Voilà. Donc, oui, on peut rencontrer, par contre, mais partout, hein, si vous recevez une lettre d'acceptation
de votre manuscrit après l'avoir envoyé à une maison d'édition dans les 48 heures en vous expliquant que vous êtes le futur Dan Brown ou autre, fuyez. Si vous avez un éditeur qui vous dit vous êtes auteur émergent, vous n'avez jamais écrit, qui va vous dire écoutez, on va vous faire un premier tirage à 5000 exemplaires, fuyez. Voilà. Je suis désolé, mais moi j'ai une expérience aujourd'hui de 15 ans dans ce métier. Le nombre d'auteurs que j'ai ramassés à la petite cuillère qui se sont fait rouler, qui ont dépensé des milliers d'euros ou qui ont cru au Père Noël, malheureusement, j'ai jamais vu autant de gens qui croient au Père Noël que depuis que je suis éditeur. Donc voilà, soyez prudents, prenez du temps, échangez, discutez, vérifiez, rappelez, rééchangez, ça ne nous dérange pas. Hein. Moi, les auteurs, ils peuvent m'appeler, il n'y a pas de souci, ils le savent, ils ont mon numéro. Quand je peux répondre, je réponds. Quand je ne peux pas répondre, je ne réponds pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à passer du temps à échanger. Quelqu'un qui va être très rapide dans une décision, inquiétez-vous parce que c'est pas normal. C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure qu'il faut toujours rester humble. Parce que si vous n'avez pas l'habitude que vous vous faites flatter, que vous êtes sensible à la flagornerie, vous allez vous faire avoir. Donc, soyez conscient de votre talent, mais soyez conscient que la vie n'est pas facile et que le monde n'est pas facile non plus et qu'il faut beaucoup, beaucoup de travail et d'années et de persévérance pour percer. Et qu'il y a très, très peu d'auteurs, comme je disais, qui ne vivent que de ça. C'est la réalité. C'est comme pour la musique, c'est comme pour la peinture. Tout ce qui est métier artistique, c'est très difficile d'en vivre. Donc, restez les pieds sur terre et ayez conscience de votre talent, mais voilà, restez attentifs. Il y a moins de 5% d'auteurs dans le monde qui vivent de leur plume. C'est ça. Aujourd'hui, vous avez des auteurs qui sont des têtes de, pardon le terme, mais des têtes de gondole dans des grosses maisons d'édition qui ont un autre travail à côté, en lien avec l'édition, souvent, mais qui ont un autre travail à côté parce qu'ils ne vivent pas de leur livre. Le livre, c'est leur danseuse, même s'ils sont dans des maisons d'édition connues et reconnues et même s'ils vendent des milliers de livres. Ce n'est pas suffisant. À côté de ça, ils sont hommes politiques. En fait. Pardon? Je dis à côté de ça, ils sont hommes politiques. Ça peut arriver. Alors, c'est pas forcément les hommes politiques qui vendent le moins. Hein. Non, puis c'est pas eux qui écrivent en plus. Je ne sais pas. Je ne fais pas de livre d'hommes politiques. Non, ils ont des porte-plumes. Tu avais autre chose, ça fait réagir, hein, ça fait réagir. Du coup, j'avais 2 questions que j'ai reçues sur ma boîte, mais vous y avez déjà répondu. C'était si on n'a pas de maison d'édition, peut-on participer au salon et présenter ses livres? Et est-ce que quand on est auto-édité, on peut y participer? Ça dépend des salons. C'est pas une règle formelle, mais en général, oui. Moi, je dis toujours que dans 90% des cas, on peut accéder à un salon. Alors, ce que tu disais, Frédéric, je le partage aussi, essayez de favoriser toujours les salons où il y a moins de 30 auteurs. Mais même pour les organisateurs, s'il y en a quelques-uns qui sont tentés par l'organisation de salons ici, ne visez jamais plus de 30 auteurs. Pourquoi? Parce qu'après, il y a quand même, par rapport au public, si vous voulez, il faut qu'il y ait de la diversité, mais il faut que ça laisse quand même un éventail assez large. Mais il ne faut pas que ce soit étouffant pour le public et qu'il puisse faire un choix. Si jamais il y a trop d'auteurs, malheureusement, quelquefois, le choix est difficile. Et c'est compliqué, en fait, d'accrocher avec quelqu'un, d'accrocher avec un auteur, puis 2, puis 3, et pas pouvoir prendre des fois 2 ou 3 livres. Voilà, donc moi, j'ai tendance à favoriser, à dire aux organisateurs de favoriser des salons où il y a moins de 30 auteurs. Voilà, de même qu'il y a quelque chose qui est très bien, là, je vais vous donner un scoop. Favorisez également, si vous pouvez, les marchés de Noël et les marchés de producteurs. Ça, le marché de producteurs, vous n'avez pas de concurrence. Vous êtes souvent le seul à avoir écrit. Les gens vous connaissent parce que c'est pas très loin de chez vous. Ils vous disent, ah mais tiens, tu écris des bouquins. Et souvent, ça se termine par un partage de tout un tas de choses qui vont mettre en confiance, vous mettre en confiance et en connivence. Et souvent, la personne va acheter votre livre et va constituer en fait cette communauté dont tu parlais, Frédéric. Absolument. Et souvent, ça dure 3-4 heures, guère plus, et c'est là où on a les meilleurs ratios de vente de livres. Ah oui. Oui, parce qu'il y a vraiment le côté de l'unicité, en fait. Vous êtes le seul ou peut-être 2 auteurs, mais pas plus.
Donc, forcément, ça amène un petit truc en plus. Après, par contre, faut faire attention si c'est en extérieur ou en intérieur, parce que vous, c'est des livres, ça supporte pas la pluie. Faut pas se mettre aussi à côté du vendeur de saucissons, parce que sinon, ça sent. Donc, tout ça, ça se travaille. Mais c'est vrai que ça peut être très efficace. Et des fois, on vend 15 livres en 2 heures et on comprend pas pourquoi. On se demande ce qui se passe. Mais oui, c'est la magie de ces endroits-là, des fois. Ah ouais. C'est vrai. Sachant que le public qui va sur un marché de producteurs, il y va souvent pour acheter quelque chose. Mais Bien sûr. vous-même, et Ah oui. moi, le premier, j'ai toujours de la monnaie dans ma poche et je vais toujours me laisser tenter par quelque chose d'un peu atypique. Eh bien voilà, Ouais. c'est pareil. Ça peut être un fruit, ça peut être un légume, ça peut être une viande particulière, ça peut être un livre. Exactement. Et moi, je voulais rajouter un truc que j'ai pas évoqué, c'est sur les salons qui sont sur 2 jours, le samedi et les dimanches. Si par exemple vous ne pouvez pas participer qu'à un seul jour et que vous avez le choix, choisissez le dimanche. Pourquoi? Parce que le samedi, les gens font leurs courses, tandis que le dimanche, c'est la sortie plus familiale. Donc il y a plus de chances que vous ayez du monde le dimanche que le samedi. Quand les salons sont organisés uniquement sur une journée que c'est le samedi, c'est pas forcément valable ce que je viens de dire parce qu'il n'y a que ce jour-là, donc les gens qui veulent venir vont venir. Mais quand le public a le choix entre les 2 jours, ils viendront le dimanche, ils viendront pas le samedi. Et ça, c'est avéré. C'est avéré. Gwen? Alors, je vais regarder. Je dis ça tout de suite. Parce que du coup, parce que j'ai un auteur qui me dit, dommage qu'on n'ait pas répondu à ma question, mais je ne la trouve pas. Est-ce qu'il peut reposer la question, l'auteur? Ouais, il la repose et puis il n'y a pas de problème. J'étais en train de la chercher. En plus, tu faisais bien les bruitages, tout. Ah, si, que pensez-vous, pardon, de l'inscription sur la liste des libraires de Citre? Ah, j'ai vu passer ça. C'est un réseau. Aujourd'hui, de Citre, je sais pas à quoi fait allusion cet auteur, mais nous, en fait, par exemple, aujourd'hui, nos livres sont chez Cyberscribe et sont chez Cyberscribe et Dilicom. Et de fait, c'est le réseau des libraires. voilà. Et de fait, si vous voulez, De Citre qui maintenant appartient au Fleuret du Nord, les livres sont automatiquement inscrits sur ces bases de données-là. Ouais. Voilà, sachant que on va vous annoncer dans quelques jours également, alors progressivement maison d'édition par maison d'édition, mais également une diffusion et une distribution par le réseau Hachette de la totalité des ouvrages nombre 7, du groupe nombre 7, maison d'édition par maison d'édition. À partir de ce mois-ci, on a déjà commencé. Ok, et oui, effectivement, il disait que c'était une liste payante avec Edilivre. Effectivement, c'est un service payant chez Edilivre, contrairement à Société des écrivains ou Nombre 7 où c'est déjà inclus. Mais en fait, des sites, tout simplement, c'est un référencement en plus. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, de souscrire à l'offre pour avoir un référencement en plus. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Si vous voulez savoir où vous êtes référencé, c'est très simple. Vous googlisez, vous allez sur Google, vous tapez votre nom, votre prénom. Et vous regardez où vous apparaissez, c'est comme ça que vous verrez, et vous verrez que ça marche très très bien. Donc c'est le meilleur moyen de voir votre référencement. Et une fois que vous avez publié votre livre dans le groupe Nombre 7, généralement, ça va très très vite. Très vite. Ah si, j'avais une petite question pour toi, Frédéric. Il y avait une auteure qui demandait si tu avais un livre en cours. Alors, je suis en train d'écrire une petite nouvelle et là j'ai participé à un recueil de nouvelles qui s'appelle Harcèlement, dont le thème c'est le harcèlement, qui a été organisé par une auteure qui s'appelle Emily Yorfida Hoffman. Et en fait, là c'est de l'auto-édition, donc je peux en faire aussi. Et parce qu'en fait, on était 10 auteurs différents, donc c'était compliqué de passer par une maison d'édition pour satisfaire tout le monde. Et le but, c'est de reverser en fait un pourcentage des ventes à une association qui s'appelle Plus Jamais Ça. Donc vous pouvez le retrouver moi sur mes réseaux sociaux ou sur Amazon entre guillemets. C'est juste distribué là parce que c'est en auto-édition. Et sinon, j'ai participé aussi à
un concours d'écriture organisé par l'armée de l'air et l'espace. Et en fait, j'ai eu la réponse cette semaine. Je suis dans les 10 premiers. Donc, je vais être publié. Il y a une centaine de personnes qui ont participé. Et donc, je vais être publié, mais en version numérique. Mais c'est pareil, je le partagerai aussi sur les réseaux. Et là, la thématique, c'était sur l'aéronautique et l'espace. Donc, j'ai raconté l'histoire d'un enfant qui va dans le grenier de sa grand-mère et qui tombe sur des souvenirs de la Première Guerre mondiale, un petit avion en jouet. Elle lui explique qu'en fait, il tombe sur des photos aussi. Et en fait, sa grand-mère lui explique que c'est ses propres parents qui se sont rencontrés pendant la Grande Guerre, que son père était aviateur et que sa mère l'a recueilli suite à un combat et à un crash aérien. Et en fait, voilà, ça s'appelle Des rêves dans les étoiles. Donc, ça, je l'ai déjà partagé sur mes réseaux, mais je pourrais le refaire avec la version numérisée. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et donc là, je suis en train d'écrire une nouvelle, j'ai commencé aujourd'hui, sur l'histoire d'un soldat c'est parce que je suis militaire aussi, d'un poilu de la Première Guerre mondiale, en fait, et qui va s'appeler Aujourd'hui, je n'ai tué personne. Donc voilà, j'en parlerai plus tard sur mes réseaux. Et sinon, je suis en train de réfléchir à la suite de mes romans, dans le sens que moi, c'est une trilogie donc, qui s'appelle ADN. C'est vrai que je ne les ai pas présentés, mais ce n'était pas trop le but de ce soir. Donc, j'ai 3 livres, 3 romans policiers dont le héros est un gendarme. Donc, ADN, ADN le fantôme d'Agathe et ADN les nymphes. La particularité, c'est que je les ai écrits dans 3 styles différents pour donner l'illusion que c'est un auteur différent à chaque fois. Ça se suit, mais ça se ressemble pas. C'est un petit peu comme une série télévisée où chaque livre représente un épisode. Le premier étant un thriller, le deuxième un polar psychologique avec un petit peu de paranormal, et le troisième un polar qui mélange enquête et de la poésie, que j'ai appelé de la polarésie, parce que j'ai trouvé que le mot était joli. Donc en fait, comme j'aime bien manier différents styles, il y a de la poésie qui est intégrée dedans, mais pour servir l'histoire et non pas pour combler des trous. Et donc là, en ce moment, je réfléchis sur le fait que mon prochain livre sera une suite ou sera un projet parallèle avec d'autres personnages, mais toujours dans le style polar. Et après, j'aimerais bien aussi un jour être capable, parce que c'est du boulot, d'écrire la littérature érotique. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un exercice qui est très difficile, parce que c'est compliqué de rester dans l'érotisme et de ne pas tomber dans la vulgarité, la pornographie. Et pour en avoir lu quelques-uns, c'est vraiment, ça peut être un plaisir à lire si vraiment on fait abstraction, enfin qu'on n'a pas de tabou, de choses comme ça. Mais c'est une très très belle littérature en soi. Mais il faut que ce soit très très bien écrit. Pour l'instant, c'est pas mon univers, c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais bon, mon style de prédilection, c'est le polar. Et à côté de ça, j'ai d'autres activités, enfin en lien avec ça. J'ai mon premier livre qui a été édité en version audio chez un autre éditeur qui s'appelle Saga Storyfy. Et en fait, chez eux, je fais des chroniques littéraires aussi, j'écoute des livres audio. Et à titre personnel aussi, je lis pas mal de romans en papier ou en numérique et je fais aussi des chroniques par rapport à ça. Mais pas forcément que dans le style polar. Donc, j'essaye de m'intéresser un petit peu à tout. Donc, voilà. Donc, j'ai plein d'idées en tête, mais comme je dis, je suis aussi militaire, donc j'ai aussi un métier à côté et musicien. Donc, j'essaye de concilier l'ensemble, mais tout m'attire et tout m'intéresse. Donc, voilà. Ok. Ok. Bon. Écoutez, j'ai pas d'autres questions. J'ai juste Moi, madame j'ai un peu navigué dans les questions. Certains nous ont demandé où est-ce qu'on peut faire un bon kakémono. Il faut demander à son éditeur. Et nous, on a un service et on a la capacité de faire votre kakémono en utilisant les visuels de vos ouvrages et en faisant correspondre à la charte de votre maison d'édition. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre équipe éditoriale, que ce soit chez Edilivre, Publibook, Société des écrivains, mon petit éditeur, Connaissance et Savoir ou Nombre 7. Voilà, en fait, là, sur la photo, on voit le premier kakémono que j'avais eu quand j'avais que 2 romans, donc qui a été fait par Société des écrivains. Et sur l'autre photo, donc celui-ci, il a été fait par Nombre 7. Donc voilà, ouais. Donc voilà, il est évolutif par rapport au premier, mais il est vraiment magnifique. Et puis voilà, il est costaud, il n'y a pas de problème. Après, je vous déconseille de mettre les kakémonos roll-up comme ça en extérieur, parce que c'est tenu par une tige derrière, et dès qu'il y a un petit peu de vent, ça peut tomber. Moi, je l'ai déjà pris sur la tête, mais c'est propre à tous. Vous voyez celui de ma consoeur à côté.
C'est exactement le même, hein. Donc, c'est vraiment propre à tous ces kakémonos. Ils sont pas faits pour l'extérieur. Mais C'est pas par fait contre, pour c'est l'extérieur. magnifique. Ouais. Et il y a certains salons, par contre, il faut savoir où vous ne pourrez pas les déployer parce que bah, il n'y a pas la place, tout simplement, hein. Mais certains salons vous demandent si vous en avez ou pas et font en sorte que vous puissiez les mettre. Mais voilà, c'est plus efficace qu'une affiche et quand c'est enroulé, ça prend pas trop de place. Enfin voilà. Et si vous le faites faire vous-même, c'est autour d'une centaine d'euros, donc vous avez tôt fait de le faire avec la maison d'édition. Ça sera pas plus, c'est même plutôt moins. Et franchement, la qualité, elle est très très bien. Donc voilà. Alors, c'est un petit peu plus cher, Frédéric, pardon, mais parce qu'en fait, il y a tout le travail du graphiste que Ouais, vous bien ne sûr. pourrez Non, pas mais faire chez je vous. parle, je parle du kakémono même, sans Mm. le graphisme du matériel, Ouais, ouais, en ouais, bien général. sûr. Parce que Ouais. nous, derrière, il y a un travail complet. Je vous dis, rapprochez-vous de vos équipes éditoriales, on vous expliquera un petit peu les coûts. Mais c'est Mm. vrai que c'est très avantageux pour vous de ne pas avoir à le faire et surtout qu'on reprend toute la charte de vos bouquins, quoi. Voilà. Gwen, qu'est-ce qu'on fait? Au revoir. On a Elle est perdu partie, Gwen. Gwendoline. Non, elle a coupé son Pardon, micro. pardon, je disais que j'ai pas d'autres questions, donc effectivement, on peut Ok, terminer le webinaire. ok, ok. Bah, Ben, moi, je tiens encore à remercier bah, toutes les personnes qui sont venues nombreuses, hein. Là, on finit à 67, mais il y a eu plus d'une centaine de personnes à un moment. Donc, j'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à la plupart de vos questions. Bah, sûrement s'il n'y a plus de questions maintenant. Dans tous les cas, si vous n'osez pas poser des questions en public ou quoi, comme je dis, n'hésitez pas à me contacter via Messenger et moi je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à contacter Christophe ou Gwendoline et vous aurez peut-être un pain au chocolat en plus, mais là, il faudra venir au cargo à Paris. ouais, C'est tout, hein. ou à Nîmes Voilà, au c'est tout. 866 avenue du Maréchal Juin. Il y a une question. Il y a une question. Je crois qu'il y a une question. J'ai vu une nouvelle question écrite. Ouais, moi aussi, mais j'ai pas eu le temps Ah, de merci. cliquer. Ce n'est pas des questions, il y a une personne qui a mis son nom, une autre qui a mis un Ouais, grand j'ai oublié. merci. Merci beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses pour le 14 avril, mon premier salon, et merci pour ce webinaire. Ok, D'accord. Il y a ça Pascal marche. Le Rudulier qui a levé la main. Ah, Alors attends, hop, du coup, je peux ouvrir la file d'attente. Hop là. Pascal Lerudière a maintenant un rôle de contributeur. Bonjour Pascal. Ah, et le micro de Pascal ne fonctionne pas. Je crois que je suis pas sûr qu'il soit activé. Il vaut mieux qu'elle écrive, si c'est possible, Ouais, qu'elle écrive. Pascal, ouais. Si vous pouvez faire un petit bonjour à tous et merci pour cette conférence. Ben, avec plaisir, Pascal. Ah ben c'est très gentil, ouais. Ben franchement, Merci. c'était honnêtement, moi c'était ma première conférence et je l'ai faite avec beaucoup de plaisir. Le PowerPoint aussi. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose. Et franchement, c'était vraiment très très sympa. Et je pense qu'il y aura d'autres conférences comme ça, pas forcément avec moi, mais il y aura d'autres conférences sur d'autres thématiques aussi intéressantes parce il y a beaucoup de choses à dire Évidemment. sur les Je, livres en je, général. je confirme. Merci Frédéric de ta contribution et de la qualité de ce que tu nous as préparé, mais également de ce super PowerPoint dont vont pouvoir bénéficier tous les auteurs. Merci Gwen aussi pour ta dispo et puis merci à tous d'avoir contribué au succès de ce webinaire.